Voilà. Bonjour tout le monde. Merci en tout cas d'être présente pour ce huitième webinaire, le webinaire d'avril consacré à enseigner l'analyse de systèmes bio avec la présentation de deux méthodes de diagnostic, IDEA4 et la comptabilité CARE, ainsi que finalement l'utilisation d'outils que Catherine va vous présenter pour entrer un peu plus loin que le descriptif, vraiment entrer dans l'analyse grâce aussi à ces méthodes de diagnostic. Du coup, je suis Julien Leroy, je travaille à la bergerie en tant que, accompagnateur, formateur d'enseignants, si c'est un grand mot, mais j'organise des formations sur les sujets que sont l'agriculture biologique, l'agroécologie de manière générale, et actuellement je suis chargé de projet Brassup qui travaille sur la filière houblon, brasserie, malterie dans son ensemble. Voilà, et je suis accompagné de Catherine Chaperon, une collègue de la bergerie, qui elle est chef de projet ASEC, elle vous présentera ce projet-là tout à l'heure, et elle est plutôt spécialisée elle, en ingénierie de pédagogie et une préférence pour tout ce qui touche au sol. Voilà. Alors, ce webinaire, en préambule, moi je voulais vous parler d'une petite chose, c'est le travail en équipe enseignante. Parce qu'effectivement, on se rend compte, aujourd'hui, hein, vous le savez tous, avec les réformes des référentiels, la refonte de tout ça. Donc maintenant, on a une approche par capacité. C'est-à-dire que on a une façon de travailler qui est moins de bourrer des têtes que de construire des têtes bien faites. Et on va se servir pour ça de plusieurs façons, en apportant au fur et à mesure aussi les connaissances qu'on a, hein, que ce soit de la science, que ce soit de l'empirisme, avec les agriculteurs, et puis tout un tas d'autres acteurs. Et maintenant, en fait, il y a une nouveauté, je dirais, qui est arrivée déjà depuis quelques années, qui est la semestrialisation, et qui peut être un bon levier, une bonne opportunité finalement, pour créer une nouvelle façon finalement de former nos jeunes au travers d'une ingénierie pédagogique plutôt collective. Et le but, justement, c'est d'essayer de voir comment, au travers nous des différents méthodes de diagnostic et le travail de Catherine, comment en fait on peut mettre en commun différents enseignants, différents formateurs de différentes disciplines pour travailler sur un même sujet et du coup répondre en fait au mieux aux référentiels sur lesquels en fait vous travaillez et vous essayez de former vos jeunes ou moins jeunes si vous faites de la formation continue, évidemment. Pour ça, je vous rappelle très rapidement, mais je pense que vous êtes très bien au courant. Évidemment, il y a des enjeux globaux qui vont amener des problèmes complexes. Et aujourd'hui, ça devient difficile d'apporter des réponses monodisciplinaires, pour pas dire en fait c'est impossible. Il y a une nécessité évidente de croiser de l'agronomie, de l'écologie, de l'économie, des sciences humaines, pour avoir discuté un petit peu avec quelques participantes, c'est quelque chose qui est ressorti. Et derrière, en fait, on a une exigence avec l'interdisciplinarité qui est de former des professionnels capables de penser et à agir en fait dans la complexité. On n'est pas là pour dire c'est trop dur, c'est trop complexe. On est là pour dire oui, c'est compliqué, oui, c'est complexe, mais on ne peut pas l'omettre. Voilà, parce que à terme, ils vont forcément, on travaille tous dedans dans cette complexité. Or, cette complexité, on n'est pas obligé de, bien évidemment, l'affronter seul. Évidemment, on a un travail collectif qui va permettre justement de partager les responsabilités, comme évidemment alléger la pression individuelle, et aussi d'être peut-être plus empathique vis-à-vis des problématiques rencontrées par les uns et les autres, justement, pour ensuite pouvoir en discuter et trouver les solutions adaptées. Et en fait, la question, vous en tant qu'enseignant, enseignante, par rapport à tout ça, finalement, vous allez réfléchir à des séquences pédagogiques, à un fil pédagogique, à vos contenus. Et en fait, c'est au service de qui? Ben, je pense, hein, et vous serez unanime pour dire que c'est au service des futurs professionnels, des jeunes que vous formez ou des moins jeunes. Euh, voilà. Donc tout ça, voilà, c'était pour remettre un petit peu le contexte, un petit préambule pour comprendre que le travail en équipe enseignante est vraiment, je pense, primordial. Enfin, c'est ce qu'on pense en tout cas à la bergerie, est primordial. Euh, Ce qu'il faut savoir aussi, et ensuite on passe à IDEA, c'est que peu importe l'outil, que ce soit IDEA,
Ça pouvait être un outil qu'on appelle Parcel. Si vous le connaissez pas, je vous invite à le regarder, c'est très intéressant vis-à-vis en fait de l'autonomie alimentaire d'une zone spécifique géographique, selon qu'on produit en agriculture conventionnelle ou en agriculture biologique ou un mélange des deux, etc. Ça peut être tout un tas d'autres outils, Cap2ER, je sais pas, il y en a tellement. En fait, il est possible surtout de prendre, il y a des grands points structurants à avoir en tête, et ça c'est surtout Catherine qui va vous les amener, vous les apporter. Et en fait, ces grands points structurants vont vous aider à bien utiliser l'outil, surtout en classe avec vos élèves. Voilà, pour vraiment les rendre utiles et que ce soit pas ça ne devienne pas des outils gadgets à terme, vraiment des outils qu'on va utiliser parce qu'on sait les utiliser et qui seront utiles derrière dans le devenir professionnel des jeunes. Alors, IDEA. Euh, Je ne vais pas présenter pendant ce webinaire les outils de façon ultra technique et dans le fond. Évidemment, c'est pas moi qui m'occupe de ça à la bergerie, j'ai des collègues qui s'en occupent. Je vous présenterai d'ailleurs après, si vous êtes intéressé pour aller plus loin, voilà les offres de formation correspondantes à la bergerie dans le cadre du PNF. Il n'y a pas que la bergerie, évidemment. Idem pour Care. Moi, ce que je vais vous présenter, ce sont les outils, grosso modo, comment ils ont été un petit peu imaginés, qu'est-ce qu'ils font, à quoi ils servent, et derrière, comment on peut s'appuyer dessus pour que ensuite Catherine vous explique, en lien avec elle-même, son propre questionnaire, son propre guide d'enquête auprès des agriculteurs, mais ça peut être d'autres professionnels, comment on peut en fait combiner ces outils pour derrière vous atteindre les objectifs fixés par vos référentiels en termes de capacité, pour les jeunes, pour leur raisonnement, pour réussir à analyser, etc. Donc, IDEA. Pourquoi on dit IDEA 4? Tout simplement parce que c'est la quatrième version. Et tenez-vous bien, c'est une méthode en fait d'évaluation globale de la durabilité des exploitations agricoles, c'est ce que veut dire IDEA, qui va mobiliser 53 indicateurs qui vont pouvoir être lus au sein de deux grilles de lecture, qu'on verra par la suite. Ça va être les trois dimensions du développement durable, que je pense vous êtes tous très au courant de ce que c'est, et également une innovation dans cette quatrième version, ce sont les cinq propriétés de l'exploitation agricole durable. Euh, Ce qui est très très intéressant dans IDEA, et c'est pour ça que j'ai voulu vous le présenter en lien avec les systèmes bio, mais pas que, c'est qu'en fait elle a été réfléchie cette méthode pour être applicable à tous les grands systèmes de production. Donc grande culture, élevage, maraîchage, viticulture, arboriculture. En fait, euh, ça va aussi vous permettre de faire des choses un peu différentes, un peu nouvelles. Peut-être pourquoi pas de vous adapter à ce que les jeunes que vous avez en face de vous vont avoir envie d'analyser. Et donc c'est la grande force de cette méthode. Sachant qu'en plus, elle permet de prendre en compte évidemment la diversité des voies vers plus de durabilité. Parce qu'on n'est pas là pour vous donner une recette appliquée, à la fin on a les bonnes pâtes carbonara qui sont telle ou telle chose normalisée. Non, non, on prend en compte qu'il y a plusieurs façons d'atteindre une durabilité. Et on verra par la suite comment. C'est une méthode qui est évidemment libre, gratuite et transparente. Transparente dans la façon dont les indicateurs ont été construits. Donc c'est un comité scientifique qui a fait ça. Le retour, en fait, avant de rendre public cette version 4, se base sur environ 500 retours à peu près d'utilisateurs. Voilà. Donc, de manière générale, la méthode IDEA 4, ça repose, c'est un équilibre entre la pertinence scientifique des évaluations, de l'évaluation de manière générale, la précision des informations collectées et également l'opérationnalité, c'est-à-dire en fait le temps de collecte et de traitement des données. Je vous l'annonce d'emblée, IDEA, c'est pas une méthode qu'on fait en 2 heures. IDEA, ça prend pour des groupes qui ne sont pas bien entraînés, ou du moins c'est la première fois qu'ils le font, ça prend facilement 10 heures. Voilà. Alors, la méthode IDEA 4. Donc, ça, c'est un schéma de synthèse en fait des caractéristiques générales de la méthode. Le but, c'est que cette méthode-là, elle s'inscrit dans le paradigme, hein, ou le courant, hein, comme vous voulez, de la durabilité forte. C'est-à-dire qu'en fait, donc je vous donnerai les références, vous aurez ce diaporama avec les références, mais globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas d'hypothèse, l'hypothèse de substituabilité ou de compensation entre les ressources naturelles et le capital manufacturé est rejetée. En termes plus simples, pour mieux comprendre, ça veut juste dire que vous allez avoir des notes, et j'ai bien dit des notes,
que le diagnostic va vous amener. C'est pas une note globale qui va en fait effacer ou du moins atténuer les effets très négatifs ou très positifs de telle ou telle dimension ou tel critère. Donc en fait, la méthode, la note finale d'une exploitation, lorsque vous l'aurez analysée grâce à IDEA, eh ben, ce sera la note minimale, ce sera le facteur limitant. Même si vous êtes très bon en économie, mais vous êtes très mauvais en social ou en environnement, gestion de l'environnement, des pratiques agricoles, etc., eh ben, c'est ça qui va être le facteur limitant, et pas le fait que vous faites énormément d'argent. Idem, c'est pareil pour l'autre sens, hein. Bien sûr, si vous êtes très bon sur le point de vue environnemental, mais très mauvais d'un point de vue économique, eh ben, vous aurez une mauvaise note quand même. Voilà. C'est ça que ça veut dire tout simplement. Euh, Ensuite, les indicateurs, les 53 indicateurs vont en fait questionner deux niveaux de durabilité. Le premier niveau de durabilité, c'est ce qu'on va appeler la durabilité restreinte, et c'est ce qui va qualifier en fait les objectifs auto-centrés de l'agriculteur, qui va correspondre à ces facteurs internes de durabilité. Donc en fait, plutôt vraiment centré sur l'agriculteur, lui, la durabilité de son exploitation, voilà, comment il fait en propre. Et le deuxième niveau de durabilité, c'est la durabilité qu'on va dire étendue et qui va là plutôt identifier les objectifs sociétaux d'une exploitation agricole qui contribuent au développement durable à des échelles ou des niveaux d'organisation en fait plus larges, comme le territoire, la collectivité, le pays, le reste du monde. Donc voilà, vous allez pouvoir en plus jouer avec un zoom ou non en fait vis-à-vis de ces indicateurs de durabilité. Euh, alors, du coup, ce synthèse. Les utilisateurs, finalement, eh ben, ça tombe bien, c'est vous, l'enseignement agricole, qu'il soit technique ou supérieur, opérateurs de terrain évidemment, des chercheurs, des acteurs publics. Ah oui, je précise que IDEA 4, donc la quatrième version, IDEA là-bas, c'est une commande de la DGER, justement, pour qualifier les exploitations pour l'enseignement agricole, pour aider à enseigner ça. Les finalités d'IDEA, eh ben en fait, c'est évidemment d'enseigner la durabilité en agriculture, mais aussi identifier des marges de progrès, comparer des scénarios, conseiller, aider à la décision, ou contribuer à un processus de mise en œuvre ou d'évaluation de politique publique. Propriété de la durabilité, et donc ça c'est très intéressant puisque c'est un petit peu l'innovation. Donc là vous les avez inscrits là, hein. Vous pouvez retenir qu'il y a important la robustesse, la responsabilité globale, et puis le reste qui s'ensuit. Les dimensions de la durabilité, vous les connaissez depuis un certain temps, c'est les dimensions agroécologiques, socio-territoriales et économiques. Et enfin, l'échelle du système, c'est l'exploitation, mais dans son ensemble, donc tous les ateliers et les systèmes de production. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Ou est-ce que c'est clair? Oui, moi j'ai une question vite fait Oui. par rapport à l'utilisation de cet outil en formation. Est-ce que c'est quelque chose qui, du fait qu'il provient du domaine public, doit être obligatoirement délivré gratuitement, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut s'approprier dans le secteur privé et délivrer contre rémunération? C'est une bonne question. Pour moi, c'est du domaine public. En fait, si vous allez sur le site internet d'IDEA 4, vous verrez que c'est un consortium de plusieurs organismes qui gèrent ça. J'avoue que je suis pas le mieux habilité. Par contre, je note votre question. Catherine, si tu peux noter la question, je note la question et je vous enverrai un message pour y répondre. Super, merci beaucoup. Ok, donc s'il n'y a pas de questions, on continue. Ok, donc maintenant, ça c'était un peu la présentation globale. On va rentrer un petit peu dans les deux approches, donc les approches évaluatives selon les trois dimensions du développement durable et après selon les cinq propriétés. Alors, on commence par les trois dimensions du développement durable. Donc grosso modo, ça c'est l'approche historique si vous voulez d'IDEA et ça s'inscrit dans une vision normative de la durabilité qui repose en fait sur les objectifs à atteindre. Là, je vous ai inscrit les 12 objectifs de l'agriculture durable en fait sur lesquels s'appuie cette première méthode, cette première approche. Euh, Toc toc toc, comme vous pouvez le voir, il y avait les 12 objectifs sélectionnés. Donc, c'est les deux, ça renvoie aux deux niveaux de durabilité, comme je vous l'ai déjà expliqué. La durabilité restreinte est plutôt étendue vis-à-vis de l'agriculteur et puis autour de son environnement. Euh,
Toc, 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 voilà. Et donc, à quoi ça ressemble? Eh bien, ça ressemble à ça. Voilà. Donc en fait, on a des règles, on a une règle, des règles pardon, d'agrégation et je vais vous donner également un exemple de calcul du score final de durabilité par cette approche. Donc en fait, là, si vous les comptez, vous avez les 50, tout à droite, vous avez les 53 indicateurs qui vont être en fait, qui vont être ramenés à 13 composantes, comme vous pouvez le voir, qui enfin se rapportent aux trois dimensions et il y a une note sur 100. Donc la construction de la note, en fait, elle s'appuie sur un système d'unité de durabilité, hein, c'est selon le barème adapté à chaque indicateur. Donc ça, je vais pas vous le présenter là en direct. Par contre, lorsque je vous enverrai les documents, ça vous renverra si vous voulez en savoir plus à comment ça marche, comment ont été construits chaque indicateur. Voilà. Donc de manière générale, chaque indicateur est structuré en un ou plusieurs items correspondant à une gestion spécifique en lien avec le sujet de l'indicateur. Ensuite, la note de chaque indicateur va s'obtenir en réalisant la somme plafonnée des items qui le composent, et la somme des notes des items au sein d'un indicateur est toujours supérieure ou égale à la note plafonnée de l'indicateur. En fait, c'est le principe de plafonnement. Vous ne pourrez pas aller plus haut que votre facteur limitant en fait pour chaque indicateur. Au niveau des composantes, la note de chaque composante, donc ce qui est au milieu, hein, les 13, cette note-là va être calculée en réalisant en fait la somme plafonnée de vos indicateurs, donc qui la constituent. Par exemple, pour l'agroécologie, vous allez avoir 11, 14, 19, donc ça va être la note va être en lien avec les 19 indicateurs ou diversité fonctionnelle, bah, ce sera la somme des 5 indicateurs, bouclage des flux, ce sera la somme des 3 indicateurs, etc., etc. pour chacun. Il y a également un principe de plafonnement. Toc, toc, toc. Et ce qui est intéressant en fait aussi à voir, c'est que ce système-là, du moins, il souligne un petit peu le principe qu'il n'y a pas un modèle unique de durabilité applicable à toutes les exploitations et qu'en fait, il y a plusieurs voies possibles pour atteindre ce que je vous disais tout à l'heure. Vous verrez après, il y aura des exemples. Juste après, je vous montre un exemple appliqué pour que ce soit plus parlant. Et enfin, au niveau de chaque dimension, donc comme vous pouvez le voir, il y a une note maximale de 100 unités pardon, de durabilité qui correspond au niveau le plus élevé de durabilité. Et en fait, la note de chaque dimension, c'est encore une fois la somme des notes des composantes. Et donc, plus la note est élevée, plus l'exploitation agricole est considérée comme durable, du moins pour la dimension considérée. Et donc, quelque chose qui est très intéressant à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de compensation entre les composantes au sein d'une même dimension. D'accord? En fait, ça indique que si vous voulez être durable, il faut bien que ce soit l'ensemble des thématiques des composantes qui soient durables en fait. Et donc la note finale de l'exploitation agricole, elle correspond en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à la note la plus faible de ces trois dimensions. Parce qu'on ne peut pas dire oui, je suis peut-être mauvais en telle dimension, mais je suis très bon en une autre. Mais on va pas faire la moyenne en fait, mon coco. Ça va être là où tu es le plus mauvais qui va représenter ta durabilité. Parce que même si on est très bon en agroécologie, ou alors très bon en socio-territorial, ou alors très bon en économique, ben, le reste va forcément influencer finalement la durabilité. Donc ça fait pas de sens finalement de lisser et de faire une moyenne. Et donc ça donne quoi? Eh ben ça donne ce genre de résultat. Là, c'est qu'un exemple, hein, bien sûr, où vous avez un tableau Excel dans lequel ben, il y a toutes les composantes, les indicateurs et les différentes valeurs. Vous avez les valeurs maximales possibles et vous avez les scores exploitation qui est donné. Je reviens pas, comment dire? Avant qu'on pose la question, le score exploitation, la méthode de calcul, elle est fournie dans le document. Je vais pas m'arrêter dessus, je vais pas le faire. Mais sachez que c'est bien détaillé et qu'il y a des choses à prendre en compte. Typiquement pour diversité des espèces cultivées, en fait, c'est au niveau de seuil, il me semble, si c'est entre 0 et 3, enfin entre 1 et 3, il y a une note, entre 4 et plus et ainsi de suite, il y a une note. Et donc derrière, ça nous donne quoi? Ça nous donne ben, des graphiques qui ressemblent à ça, par exemple où on se rend compte que ben, là, pour cette exploitation-là, ce qui va pêcher, c'est plutôt la dimension économique, avec un score de 58 sur 100, malgré des scores en agroécologie et en socio-territorial qui sont très très bons.
Et donc ça donne des choses visuelles assez intéressantes, voilà. Donc ça c'est la deuxième partie en fait, c'est le même schéma, c'est la deuxième partie du schéma où ça donne en fait un visuel bah, relativement clair mine de rien, selon les dimensions. Et du coup, bah, c'est plus agréable à regarder, c'est plus agréable à expliquer. Et en fait, on a visuellement directement de l'information. Voilà pour l'instant pour l'approche selon les trois dimensions. Est-ce qu'il y a des questions à partir de là? Alors Catherine marque dans le chat, tuk tuk tuk. Ça c'était vis-à-vis de la question précédente. Donc tout est accessible pour tout le monde gratuitement. Calculateur, ouvrage au format PDF, tout est sur le site méthodeidea.org. Pour se former à l'utilisation de l'outil, nous avons une convention avec les établissements du CNEAP pour réduire les frais à vérifier pour l'ONREP et les MFR. Donc je sais pas Alice, vous êtes dans où est-ce que vous travaillez, mais en tout cas voilà, c'est tout est ouvert en fait. Tout est accessible. Donc on peut pas facturer une formation. C'est pour moi non, mais à voir après Ok, comment. Si vous allez directement sur le site methodeidea.org et que vous contactez les personnes qui ont produit cette méthode, à voir s'il n'y a pas des choses à passer, des conventions, des choses comme ça. ok, merci beaucoup. Donc on en a fini avec les trois dimensions du développement durable. Maintenant, on va passer à l'innovation véritable. Enfin véritable. Une des innovations des DAC4 qui sont l'approche selon les cinq propriétés de l'exploitation agricole durable. En fait, on a toujours les mêmes 53 indicateurs, mais cette fois, ce que je vous expliquais tout à l'heure, on les a répartis selon cinq propriétés: capacité productive et reproductive de biens et services, l'autonomie, la robustesse, l'ancrage territorial et la responsabilité globale. Euh, ce qu'il faut se dire, c'est que les approches sont complémentaires entre elles. Ça permet juste, celle-là, elle aide aussi à dépasser bah, peut-être ce qu'on n'aurait pas pensé en vision. Enfin, pardon. Ça permet de dépasser eux, c'est ce qu'ils disent, les impensés de la vision de la durabilité en trois dimensions. C'est quelque chose qui va plutôt aider à consolider une conception systémique de l'exploitation agricole. Que de se dire on a trois piliers et ils sont un peu monolithiques et boum, là c'est un peu plus voilà, systémique, conception systémique. Alors pour vous faire une petite explication de chacune de ces propriétés. Je vais commencer en bas par l'ancrage territorial. En fait, l'ancrage territorial d'une exploitation agricole, cela correspond à sa capacité à contribuer à un processus de coproduction et de valorisation de ressources territoriales. Ça caractérise également la nature et l'intensité des liens marchands et non marchands que l'exploitation agricole construit avec son territoire, ses habitants et ses acteurs, ou son groupe social de vie. Ensuite, je vais passer juste à droite à la robustesse. La robustesse d'une exploitation agricole correspond à sa capacité à s'adapter à différents types de fluctuations, qu'elles soient environnementales, sociales ou économiques, à des conditions nouvelles et à supporter également des perturbations ou des chocs externes. Elle intègre de façon englobante les concepts de résilience, d'adaptation et de flexibilité pour signifier aussi une continuité de l'exploitation à travers un changement qui est bah, plus ou moins global. Et par le social, on va entendre notamment l'environnement législatif pardon, et institutionnel dans le cadre de la robustesse. On va passer maintenant en haut à l'autonomie, en haut à droite. Donc l'autonomie d'une exploitation agricole, vous vous en doutez, mais ça correspond à la capacité à produire des biens et des services à partir de ses ressources propres, que ce soit des intrants, des ressources humaines et d'autres facteurs de production. Également à disposer de sa liberté de décision, à développer des modes d'action permettant de conserver son indépendance dans le but d'assurer son développement. Également à être le moins dépendant possible des dispositifs de régulation publique comme des aides ou des quotas, etc. ou de financement extérieur. Ensuite, on va passer en haut à gauche à la capacité productive et reproductive de biens et services. Toc toc toc, si j'arrive à le retrouver rapidement. Voilà. Donc ça correspond, cette propriété correspond à la capacité d'une exploitation de produire et à reproduire dans le temps long, de la manière la plus efficace possible, une production atteignable de biens et de services,
sans dégrader sa base de ressources naturelles et sociales. Et en fait, cette notion, elle est super intéressante puisque vous allez voir, on va la retrouver dans Care, puisque derrière, le but de Care aussi, c'est de se dire, euh, certes, je consomme des ressources, mais en consommant ces ressources, je vais produire de la richesse, et cette richesse-là, je vais devoir la réallouer là où j'ai consommé mes ressources pour revenir à un état qui était positif avant de la consommation de ces ressources. Donc c'est très intéressant. Donc là, ça fait vraiment le lien. Et enfin, la dernière propriété qui est la responsabilité globale, en fait, ça correspond au degré d'engagement de l'exploitant dans une démarche qui va traduire comment sont pris en compte les impacts environnementaux et sociaux de ses choix de pratiques et d'activités. Donc en fait, c'est un engagement qui se structure autour de valeurs qui renvoient à l'éthique, mais aussi à l'équité. Et en fait, ça dépasse l'approche strictement autocentrée. On va regarder également, voilà, sur les différents niveaux d'organisation ou des échelles supérieures, en fait, pour lesquelles les activités de l'exploitation ont des conséquences. Un exemple très simple de ce petit charabia, ça veut tout simplement dire, on va regarder, vous avez un petit peu hein, des indices dans ce qui est marqué derrière. Euh, Si vous faites de la prestation de service en tant qu'agriculteur, par exemple avec des animaux, que vous allez faire de l'éco-pâturage, et ben ça c'est traduit dans cette approche. Parce que vous améliorez entre guillemets les conditions ailleurs. Puisque, imaginons, vous avez des moutons, vous les proposez en éco-pâturage à une commune, donc elle va réduire son utilisation de mécanisation, par exemple, avec tout ce qui est tondeuse, rotophile, etc. Et donc, vous allez avoir un impact aussi au-delà de votre exploitation. Mais c'est une pratique que vous faites, un service que vous proposez. De plus, ça renvoie également aux effets de ces activités sur la qualité de vie territoriale. Si vous êtes en bio, au niveau des pesticides de synthèse, vous aurez peut-être un impact un peu plus positif, notamment sur le voisinage s'il y a beaucoup d'habitations autour de vous. Mais également bien sûr sur le bien-être de l'exploitant, de sa famille, des salariés, et on prend aussi en compte les animaux et également les effets de son mode de production sur les consommateurs et sur des enjeux sociétaux globaux. Et ces enjeux, je les ai définis tout à l'heure. Alors, comment ça apparaît? Eh bien, ça apparaît comme ça, c'est-à-dire que en fait, ça va être un score qualitatif. C'est un score qualitatif avec le panel de couleurs que vous pouvez voir, donc entre très défavorable et très favorable. Voilà, selon la couleur. Euh, pour avoir en fait ce score, il y a une méthode de calcul qui est relative. Ah, ça a bougé. Voilà. Il y a une méthode de calcul qui est relativement proche en fait. Enfin, c'est la même, pardon, que pour les dimensions, avec des scores déplafonnés cette fois-ci de chaque indicateur. L'agrégation des indicateurs est ascendante au sein de chaque propriété. Donc, on suit la structuration de la carte heuristique de chaque propriété, en fait. Voilà. Et toc 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 toc. Donc, ce qui nous intéresse, nous, sur cette approche, en fait, c'est que c'est le comité scientifique qui a arbitré, en fait, manuellement les combinaisons possibles des critères agrégés selon les différentes modalités de chaque indicateur. Donc, en fait, c'est pas le logiciel, c'est pas l'ordinateur qui a attribué des valeurs automatiques, c'est bien les règles de décision ont bien été réfléchies en propre, en fait, à chaque nœud d'une propriété. Et c'est en fait les dires d'experts qui les ont définis et en fait qui se présentent. Si vous vous intéressez, si vous regardez le document, voir comment ça marche, vous pouvez les retrouver dans une table de contingence pour chacune des cinq propriétés. Voilà. Donc c'est pas au petit bonheur la chance, c'est vraiment à dire d'experts et les gens ont réfléchi, ont regardé vraiment les effets que ça donnait. Voilà à quoi ça ressemble. Faut que j'arrête de faire ça. Est-ce qu'on est bon pour l'instant ou est-ce qu'il y a des questions? Donc là, voilà, c'est vraiment une présentation très,
très généraliste, je rentre pas dans le détail, mais par contre, voilà, je pense que déjà maintenant, si vous l'avez pas déjà vu ou vous pensiez l'utiliser euh, vis-à-vis de vos classes, je pense que voilà, ça s'inscrit assez facilement, quoi. Ok, maintenant on va passer à la comptabilité écologique. Alors. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le petit motto de la comptabilité écologique, c'est pour que la nature et les humains comptent, effectivement. En comptabilité, on a l'habitude de faire compter les chiffres et on a moins l'habitude de mettre la nature et les humains dedans. Et ben, c'est ce qu'essaye de relever en fait le défi de la comptabilité écologique. Alors, je vais vous expliquer un petit peu selon Harold Levrel et Alexandre Rambaud, qui sont les co-responsables de la chaire comptabilité écologique à Paris-Saclay. Euh, alors d'abord. Ce que n'est pas la comptabilité écologique en durabilité forte, et là vous voyez on a toujours cette notion de durabilité forte, hein. Donc selon eux, donc ce n'est pas donner un prix à la nature correspondant au service et à la productivité pour les êtres humains que fournirait donc la nature, hein. Ce n'est pas prendre en compte uniquement des impacts positifs, des opportunités ou négatifs, des risques que l'environnement fait porter sur la société ou l'entreprise. Ça c'est une vision qui est plutôt extérieure-intérieure. Ce n'est pas représenter l'environnement comme un capital naturel, si on souscrit à l'emploi de ce terme, composé d'actifs, qu'ils soient substituables ou non substituables, et ce n'est pas proposer une nouvelle manière de créer de simples opportunités financières. Voilà, ça c'est ce que ce n'est pas pour ces deux co-responsables de la chaire. Par contre, pour eux, ce qu'est la comptabilité écologique, eh ben, c'est évaluer les coûts des actions nécessaires à l'atteinte d'objectifs écologiques potentiellement dynamiques et évolutifs. Donc ces objectifs de bon état écologique ou de conservation sont définis à partir de conventions scientifiques et politiques, et ce bon état écologique admet des compensations potentielles fondées uniquement sur un principe d'équivalence biophysique qui est non anthropocentré et qui est justifié au regard des standards de l'écologie scientifique. C'est également comprendre le capital naturel, ou plutôt les capitaux naturels, comme la reconnaissance du caractère capital des entités naturelles à préserver et d'une obligation de préservation de ces dernières. Voilà l'exemple du sol après. Prendre en compte les impacts négatifs ou positifs que la société ou l'entreprise fait porter sur l'environnement et concevoir un langage commun pour initier un nouveau dialogue entre les acteurs de la société concernant le rapport à l'environnement, les coûts qu'ils ont associés et les potentiels nouveaux consentements individuels et collectifs à payer. Parce qu'effectivement, l'un des buts pour bien comprendre, c'est que vu que tout un coût entre guillemets, eh ben, il faut aussi qu'on entre guillemets qu'on paye pour garder un bon état écologique et également social. Et enfin, ce qu'est la comptabilité écologique, toujours selon eux, c'est faire émerger une manière de créer de nouvelles sources de revenus sur la base de ce nouveau dialogue, en repensant le rapport de la société et de l'entreprise à la nature. Voilà, beaucoup de belles choses qui sont pour eux, quoi. Donc c'est pourquoi je trouve que cette approche, en fait, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'elle est de plus en plus regardée par le monde professionnel, le monde industriel et le monde de la grande distribution et toutes les entreprises. À titre d'exemple, le mois dernier, nous avons réalisé avec le GAB Île-de-France et Louis Dumeau, qui est un des docteurs maintenant depuis quelques mois en comptabilité durable. Euh, on a eu des personnes du Québec qui ont participé au webinaire. Nous avons eu également des agences comptables. Nous avons eu des entreprises, notamment Bouygues Bâtiment, qui ont participé à ce webinaire, tout simplement parce que ce sont voilà, des nouvelles notions qui arrivent, qui émergent et qui, je pense, en tout cas, j'espère, vont produire des résultats dans notre façon de produire et de consommer derrière en prenant en compte tout ça. En tout cas, c'est une demande, c'est une attente sociétale et un certain nombre d'entreprises l'ont déjà pris en compte ou du moins essayent de l'anticiper. Donc si jamais vous avez besoin d'arguments pour vos jeunes, c'est quelque chose qui est tout à fait à la mode auprès des entreprises. Alors, la compta durable. Je vous ai fait une rapide résumé des points cruciaux à retenir. En fait, la compta écologique, ça prend en compte trois types de capitaux, hein, si vous ne le saviez pas déjà. Classiquement, les capitaux financiers, mais aussi les capitaux naturels et les capitaux humains.
Et en fait, Kers, ça étend les principes comptables historiques aux capitaux naturels et humains en vue de comptabiliser leur dégradation et donc de former une dette à rembourser au passif du bilan des entreprises. Et pour illustrer tout ça, j'ai un petit schéma donc issu de Rambo 2020, de 2022. Donc c'est pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne, quel est le principe de fonctionnement. Donc vous allez avoir votre entreprise. Cette entreprise qui est à l'intérieur du carré, elle va faire appel à des choses qui sont hors d'elle-même. Donc le capital financier et le capital extra-financier. Ça, c'est dans le cadre d'une entreprise, une exploitation agricole. Donc ce capital financier, l'exploitation agricole va s'en servir. Donc il va y avoir du capital qui est disponible, d'argent, qui va être utilisé. Ah d'ailleurs, je me suis trompé. Ah, moi j'ai mis deux fois le même truc. Ouais, c'est pas grave. Il y a deux petites boules bleues d'abord qui sont définies. Là je me suis trompé, j'ai mis directement l'autre. Donc les deux petites boules bleues après les disponibilités, ça va être notamment l'achat de matériel en fait de ce qu'on achète avec de l'argent vraiment pour mettre en place la pratique agricole. Donc travailler un champ, récolter, etc., etc. Stocker, pourquoi pas, bâtiment. Et en dessous le capital extra-financier. Donc le capital extra-financier qui est disponible, principalement sur l'écosystème ici, ça va être le blé ou culture arboricole. Donc à ce niveau-là, ça va être le sol notamment. Et donc la combinaison de ces quatre facteurs, ça va nous permettre de faire une production de stock de produits finis, qu'on va appeler aussi des actifs mixtes. Euh, Donc ça, c'est voilà, vous avez mis de l'argent et vous êtes servi de capital extra-financier pour arriver à la production de stock de produits finis. Donc là, Donc, ce production de stock de produits finis, en fait, vous allez le consommer. Consommation de capital financier extra-financier, voilà. Donc, qui va sortir de l'entreprise. Et derrière, vous allez le vendre. Et en le vendant, donc, imaginons c'était des cultures de blé, c'était une production arboricole. Donc, pour le blé, bon, classiquement, ça va être voilà votre production en céréales. Mais pourquoi pas des pailles, si vous décidez de les exporter. Et pour l'arboricole, ça va être les fruits, mais ça peut être également les branches si vous décidez de couper. Ça peut être ou de tailler si vous faites des trognes. Donc en fait, voilà, c'est ça en fait l'actif mix, c'est les différentes choses que vous produisez. Derrière, vous pouvez décider soit de les vendre, en fait, soit de les réallouer. Et donc ça, c'est dans ce qui va apparaître après dans nouvelles ressources. Et donc là, je vous le fais simple, enfin, je vous le fais dans l'ordre. D'abord, les nouvelles ressources, grâce à la vente, vont vous permettre de remettre du capital financier. Donc, tout en haut à droite, préservation du capital financier, afin de pérenniser d'un point de vue économique votre activité. Ces nouvelles ressources que vous avez obtenues vont également être réallouées dans le capital extra-financier, préservation du capital extra-financier. Et donc, c'est ça un petit peu aussi l'innovation de prendre en compte dans CARE. Et ces nouvelles ressources, elles vont, une fois qu'on a préservé tous les capitaux financiers et extra-financiers, vont amener à faire du profit. Et donc on peut véritablement parler de profit à partir du moment où ce que vous avez gagné par la vente et par votre production a préservé initialement votre capital financier, votre capital extra-financier. Je vais vous mettre un exemple et ça vous parlera peut-être sûrement un peu plus. Alors, il y a une méthodologie. Alors, j'ai mis en 5 phases, je me suis trompé. Il y a 8 phases. Je suis désolé. Il y a 8 phases. Les premières phases, en fait, elles sont déclinées en A et B. C'est plutôt l'analyse du modèle d'affaires et définition des capitaux et l'analyse des capitaux. En gros, le modèle d'affaires et la définition des capitaux, en fait, il y a plusieurs possibilités d'obtenir ces informations. La plus simple étant l'entretien avec des agriculteurs sur leurs pratiques. Donc, pour vous donner un exemple, Louis Dumeau, qui est donc docteur là-dessus, qui présente d'ailleurs lors de la formation CARE à la bergerie, souvent présent, explique que de manière générale, il lui faut entre 2 et 4 heures d'entretien avec des agriculteurs pour cerner, lui, comme il est entraîné, pour cerner un grand nombre en fait des capitaux et pour pouvoir les définir. Il fait également appel au diagnostic IDA4 parce que très souvent ça va de pair. Et il fait bien sûr, il demande les données télépack avec les fiches de culture et le dossier complet qui ont énormément d'informations que lui peut retranscrire derrière.
Pour la phase 1B, l'analyse des capitaux, en fait, on va avoir trois indicateurs pour les analyser ces capitaux. On va avoir l'indicateur d'état, c'est-à-dire l'état de vos, par exemple dans un sol, l'état de vos agrégats, l'état de la biomasse microbienne et fongique, également l'état de leur diversité. On va avoir un indicateur d'impact. Eux, ils sont plutôt liés à des activités, l'emploi notamment sur le sol, labour du sol, indicateur d'impact sur le taux de mortalité des vers de terre, par exemple. Et vous allez avoir un dernier indicateur, toujours dans cette phase 1B, hein, qui est l'indicateur de gestion. En fait, ça, c'est toujours lié à l'activité, mais c'est différent de l'impact, dans le sens où là, c'est quelle gestion globale. Par exemple, quel est le pourcentage de vos terres labourées en profondeur, à plus de 30 centimètres ou à 30 centimètres? Quel est le pourcentage de vos terres laissées nues en hiver? Quel est le pourcentage de vos terres où il y a un couvert? Etc., etc. Ensuite, on a TOC, la phase 2. Donc une fois qu'on a réussi à faire tout ce travail-là de récupération de l'information, des données, des entretiens, etc., et de définition ensuite des capitaux, et de l'analyse, on va insérer les capitaux dans le modèle d'affaires. Donc là, voilà, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail, mais grosso modo, on regarde, on se fait un énorme schéma. Il y a un énorme schéma qui est fait, vraiment qui symbolise ce schéma. Il symbolise l'entièreté de l'exploitation avec l'entièreté des indicateurs, l'entièreté des capitaux, etc. Il va y avoir les traducteurs, enfin, ce qu'ils appellent des traducteurs des capitaux, donc c'est-à-dire comment ils vont lire en fait comment ils vont lire grâce aux indicateurs ces capitaux. Euh, un exemple, un indicateur d'état serait par exemple un taux de matière organique sur le taux d'argile, quand il y en a, quand c'est pertinent de le faire. Un indicateur d'impact sera par exemple le nombre de vers de terre avant et après une pratique. Ça, c'est toujours vraiment voilà, en propre dans le modèle d'affaires. Derrière, on a l'indicateur de gestion, le pourcentage pardon, de terres retournées. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous en phase 1B, on va analyser les capitaux avec beaucoup d'indicateurs. La phase 2, c'est on va pas prendre tous les indicateurs bêtes et méchants. On va regarder ceux qui sont le plus pertinents et on va essayer de les croiser. Phase 3. Donc, en fait, entre parenthèses, vous voyez, c'est marqué biophysique, c'est parce qu'on s'attache dans le réel, hein. On n'est pas, on est vraiment là concrètement, ce qui se fait sur l'exploitation, les pratiques, les impacts que ça, hein. On est dans le monde réel, là. Phase 3, donc c'est la définition des activités de préservation et d'évitement. Pour cela, eux, ils reconnaissent donc trois activités principales pour rembourser la dette ou l'éviter. Donc, il va y avoir les activités d'accès. Donc, ça, c'est tout simplement le diagnostic, hein, c'est connaître l'état des capitaux. Donc, c'est les études de sol, les dépenses qui sont effectuées pour connaître l'état d'un capital, etc., etc. Il va y avoir ensuite les activités d'évitement, pardon. Donc ça, ce sont les activités d'exploitation qui vont contribuer à diminuer l'impact sur certains capitaux. Un exemple très simple, sur le sol, on va passer d'un labour lourd, par exemple, de tous les ans ou tous les 3 ans, je ne sais quoi, à un travail du sol simplifié. Attention, le but c'est pas de dire que le travail du sol simplifié est dans tous les cas mieux qu'un passage de labour lourd, hein. Mais on reconnaît dans ce cas-là que ce serait une activité qui diminuerait l'impact négatif. Donc c'est vraiment activité d'évitement. C'est pas blanc ou noir, hein. C'est toujours adapté en fait au contexte ici. Et enfin, les dernières activités, le troisième type d'activité, ça va être la préservation pure et dure. Donc on essaye de restaurer les bons états écologiques grâce à des pratiques correctives. Typiquement, ça va être l'installation de couverts végétal entre deux labours avec d'autres pratiques moins dégradantes, mais de manière régulière, récurrente. Puisqu'on sait aujourd'hui, grâce à nos instituts de recherche et à nos agriculteurs qui ont travaillé dessus, qu'on a des effets très positifs, à condition, toujours, que ce soit bien fait. Voilà. Mais ce sont des exemples d'activités. Phase 4. Il faut, dans tout ceci, évidemment, prendre en compte la chaîne de valeur. Et pour ça, il y a deux principes qui sont, alors, ils sont compliqués en tant que tels, et je vais essayer de vous les expliquer du mieux que je peux. Donc, prise en compte de la chaîne de valeur. Dans la comptabilité CARE, il n'y a pas de prise en compte des dettes fournisseurs et clients dans le capital. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque entité va être responsable de ses propres capitaux.
Ça veut dire qu'en fait, on applique un principe qu'on appelle un principe strict, pardon, de périmètre comptable. Donc, grosso modo, euh, les dettes fournisseurs et créances clients, ça reste des éléments financiers classiques, mais ça ne traduit pas directement une dégradation ou une amélioration des capitaux de l'entreprise elle-même. Voilà. Un exemple, si vous avez un fournisseur qui pollue parce que la matière première que vous lui demandez est polluante, en fait, cette dégradation du capital naturel, elle va être chez lui, pas chez vous. Et le client, pareil. Imaginons que vous avez un client à qui vous vendez qui a des mauvaises pratiques sociales, c'est l'impact qui sera porté par son organisation. En fait, on va pas rapatrier tout simplement pour éviter un double comptage et surtout une dilution des responsabilités. Si vous, vous faites du mieux que vous pouvez, le mieux possible, et que avant vous et après vous, eux font moins bien, ben le principe, c'est pas que ça vous retombe non plus dessus. Euh, Et donc ça, c'était le premier point. Donc pour rappel, pas de prise en compte des dettes fournisseurs clients dans le capital. Le deuxième point, c'est le retraitement des charges selon les activités des partenaires. Et dans ce cas-là, on va pas s'arrêter au périmètre juridique, mais on va regarder la réalité des flux économiques. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une charge, elle n'est pas neutre. En fait, elle va correspondre à une activité qui génère des impacts. Et donc, bien que le premier point, c'était de dire, attention, les dettes fournisseurs et créances clients, c'est à eux et c'est pas à vous. Là, on les garde quand même en mémoire. On sait quand même que ça a un impact. Voilà. Donc, en fait, on va analyser les achats, les ventes, donc c'est ce que je viens de vous dire, fournisseurs clients. On va analyser les financements et on va essayer de requalifier les charges selon ce qu'elles impliquent réellement. Donc, en gros, ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les matières premières pour un fournisseur. Donc, si c'est une production polluante, il y a une dégradation qui est indirecte du capital naturel. Voilà. Donc en fait, on on va pas l'inscrire, hein, on prend pas la dette du fournisseur, hein, vraiment, il faut bien le garder. On la prend pas, mais on la reconnaît. On reconnaît que si on se fournit chez lui, ben en fait, cet acte d'achat, il contribue à une chaîne d'impact. Et ça, je pense que c'est assez intéressant à avoir. Mais c'est des notions qui sont un peu compliquées. Je vous avoue que je peux pas là vous les expliquer facilement comme ça. Hop, je me dépêche parce que je vois l'heure, ça avance, ça avance. Euh, Deux phases que je viens d'avancer, donc qui sont monétaires cette fois-ci. Une fois qu'on a fait tout ça dans le monde entre guillemets concret et réel, on va maintenant regarder et évaluer en fait les dépenses de préservation nécessaires. Donc là, c'est l'étape de chiffrage en fait des coûts de préservation, donc les dépenses nécessaires pour garantir la préservation budgétée avant l'utilisation du capital concerné. Donc c'est-à-dire avant mince, comment on appelle ça? Avant les saisons, avant le moment où vous allez démarrer votre activité, vous devez le budgétiser en amont pour dire attention, je sais que ça va me coûter tant en termes de capital et capital extra-financier, donc il va falloir que je mette en place des pratiques de préservation corrective ou ce que vous voulez, mais ça se fait en amont en fait de l'utilisation vraiment. Donc là, chaque activité va être chiffrée, voilà, pour pouvoir réaliser l'intégration comptable. Dans CARE, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que les passifs et les actifs naturels et humains, elles sont évaluées à la somme des coûts nécessaires à leur réalisation. Voilà. Donc, si vous avez une activité de plantation de couverts ou de labour, les passifs actifs naturels et humains, ils sont regardés sur le coût. Si ça vous coûte, je ne sais pas combien d'euros de l'heure ou de l'hectare pour un salaire, ça, vous allez le prendre dans l'humain. Toc toc toc. Et donc le sixième, pardon, ce que je vous disais, structuration des documents comptables et internes. Donc ça, c'est la structuration typiquement. Hein, voilà, c'est on intègre toutes les dépenses dans des documents comptables de l'entité, et c'est ce que je vais vous montrer ensuite. Donc voilà, les créations des documents et l'analyse intégrée. Donc voilà, ça c'est les 8 phases vraiment avec les plus importantes qui sont au début évidemment et à la fin. Puisque après celle du milieu, c'est plutôt j'essaie de replacer les chiffres. Et donc à quoi ça correspond? Eh bien ça correspond à ça. Donc pour lire ce document, en fait vous avez à gauche vous avez les capitaux concernés. Donc le premier par exemple là c'est le sol, après la goutte d'eau bah, c'est l'eau, l'abeille ça va être la biodiversité. Le petit nuage, bah, c'est l'atmosphère, c'est l'air, l'élevage, les animaux, et vous avez les hommes en bas à droite là. Formation conduite, c'est les hommes par exemple. Vous avez donc les trois actions, comme je vous les ai expliqué, eux définis donc en rouge les actions de préservation,
En violet, les actions d'évitement et en rose, les actions d'accès au capital. Donc là, vous pouvez voir, hein, c'est vraiment tout ce qui est voilà, formation, comment je peux faire mon diagnostic, etc., etc. Donc ça correspond à la phase 5. Et donc vous pouvez voir à droite, tout à droite, avec les actions réalisées. Donc vous avez au milieu, pardon, les actions prévisionnelles. Typiquement, là, il disait, voilà, apport de matière organique régulier. Alors encore une fois, à voir ce que ça veut dire régulier, quel type de matière organique. Voilà, on peut toujours rentrer un peu plus dans le détail, hein. Donc, mais c'est les actions prévisionnelles qui sont faites. Et tout à droite, actions réalisées. Donc vous avez deux choses. À gauche, en fait, ce que vous avez budgété, donc en vert foncé. Si je prends par exemple à droite travail superficiel du sol, 476 euros par an qui ont été budgétés. À droite, vous avez est-ce que vous l'avez vraiment fait? Et donc si c'est vraiment fait, eh ben voilà, vous en avez eu pour 476 euros. Donc vous avez bien mis en place ce travail superficiel du sol. Et du coup, vous considérez que vous avez repayé la dette que vous avez estimée en amont. Typiquement, arrêt de la betterage fourragère, il considérait que c'était quelque chose qui était une action d'évitement permettant de changer le business model. Et ben, on voit que pour l'instant, il l'a pas fait. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas pu faire autrement ou est-ce qu'il l'a pas encore mis? Ça, c'est à vérifier. Donc voilà, c'est grosso modo, ça ressemble à ça. Donc ça, c'était pour la phase 5, en fait. Et à la fin, bien sûr, pardon, vous avez le bilan hein, entre le budget prévisionnel qui était d'environ 12 000 euros, ce que vous avez réalisé vraiment et l'écart annuel total entre ce que vous avez dit que vous feriez et ce que vous avez fait vraiment. Phase 7, création des documents comptables intégrés. Donc voilà, tout simplement, c'est pour vous faire la comparaison entre la méthode comptable classique, hop, là voilà, si vous travaillez un peu en éco-gestion, vous reconnaîtrez relativement facilement. Et à gauche, la méthode CARE combinée à IDA4, hein, parce que l'intérêt c'est aussi de plus ou moins s'appuyer sur les deux. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a l'intégration naturelle, humain, salaire décent, etc., etc. Et donc, on constate que le résultat comptable à la fin, il est quand même un petit peu différent, puisque dans la méthode classique, on serait à 37 000 euros de résultat, tandis que sur la méthode CARE et IDEA, on descend à 14. Donc il y a un petit gap quand même. Et la phase 8, en fait, ce sera l'analyse intégrée, donc tout simplement pour montrer un petit peu... donc ça, c'est issu des travaux de la FNQMA, hein, des travaux du projet avec de Louis Dumeau, hein, c'est les résultats du travail de Louis Dumeau avec la FNQMA. Donc ils se sont rendus compte que pour la rentabilité des capitaux propres et de ratio d'autonomie financière, ben, on se rend compte qu'avant CARE, ils étaient à un certain niveau et qu'après CARE, eh ben, on se rend compte que ça diminue. Voilà. Donc voilà, ce sont des exemples. Je m'attarde pas non plus vraiment techniquement dessus. C'est pas mon travail, c'est pas le propos. Puisque déjà ça fait 1 heure que je parle et ça parle et ça parle. Et voilà, une autre façon aussi de présenter les résultats. Ben on se rend compte qu'il y a donc en bleu, ça va être pour une même exploitation les résultats comptables classiques, et en orange, ça va être après avoir passé à la moulinette de Caire. Et ben on se rend compte que dans tous les cas ici, ça diminue. Et c'est très rare finalement de voir un même niveau ou au-dessus hein, pour Caire. C'est relativement rare. Voilà pour ces deux méthodes, donc IDEA4 et CARE. Est-ce que vous avez des questions? Alors, évidemment, vous inquiétez pas, c'est une présentation très rapide, très succincte, très superficielle. Je vous mettrai les liens en fait dans les documents support hein, que vous recevrez. Je mettrai les liens pour pouvoir justement déjà regarder les périodes de formation proposées par la bergerie. Pour CARE, il n'y a pas que la bergerie, il y en a d'autres aussi. Et également les documents en fait vous pour lire un peu plus en profondeur en détail voilà. Du coup ces documents-là nous permettent d'avoir une bonne description, un bon descriptif en fait des activités et des pratiques effectuées par un agriculteur. Et je vais désormais laisser la parole à ma collègue Catherine qui va vous présenter elle son travail, également l'outil qu'elle a développé et on va mettre tout ça en lien en fait tout simplement pour vous aider, vous, dans votre pédagogie. Catherine, est-ce que tu as un document à partager? Oui, Eh bien, je oui, te oui. laisse. Je te Alors, laisse. bonjour à tous. Donc, moi, je vais présenter un outil donc qui a été en fait, voilà.
hop, qui a été développé, donc c'est l'outil bon, Trace, pour trame de raisonnement et d'analyse chronologique de l'exploitation, donc qui a été développé assez récemment, en fait, dans le cadre d'un projet CASDAR Darasec, donc que j'anime depuis septembre 2024, donc qui se terminera en septembre 2027. Pour faire rapide, c'est un projet où on a impliqué à la fois l'enseignement agricole, des organismes de conseil, des agriculteurs qui voulaient bien jouer le jeu d'accueillir leurs jeunes, enfin d'accueillir les jeunes pour avoir un diagnostic et des pistes d'amélioration, et aussi des agriculteurs qu'on a qualifiés d'innovants. Et en fait, tout ce groupe, tous ces petits groupes ont essayé de voir comment on peut, on peut essayer de renforcer l'importance du capital sol pour trouver des pistes, notamment des pistes d'adaptation au changement climatique. Ça, c'était vraiment l'aspect plutôt technique du projet. Et l'idée après, bah, c'était quand même un projet très orienté pédagogie. C'était de voir ensuite, en travaillant avec des enseignants, eh ben, comment on peut bah, faire passer ce message qui est essentiel auprès des jeunes. Et du coup, on a travaillé avec eux sur la conception de séquences pédagogiques, conception d'outils. Voilà, on a avancé là depuis 2 ans. Et du coup, un des outils qui a été produit, donc c'est cet outil Trace. Lors de la première année du projet, on a construit en fait une première grille d'entretien euh, parce que l'idée, en fait, c'était que les enseignants aillent voir les agriculteurs, qu'on appelait les agriculteurs support des réflexions techniques, pour essayer de, voilà, un peu comprendre leur système, voir un peu leurs problématiques, leur histoire, là où ils étaient prêts à aller, ce qu'ils avaient envie de faire. Voilà, essayer de bien comprendre les choses. Et ensuite, enfin, déjà essayer de dégager des pistes de solutions. L'idée, c'est la première année, on travaillait sans les jeunes, juste les enseignants, avec mobilisation d'experts techniques si besoin, pour voir un peu le champ des possibles, parce que le sujet a été suffisamment compliqué pour laisser du temps aux enseignants. Et l'idée, c'était que la deuxième année, eh ben, les jeunes refassent les entretiens qui avaient été faits par les enseignants, donc avec cette grille. Sauf que, bah voilà, en construisant la grille d'entretien, on a voulu faire une grille qui était très complète, avec à la fois bah, toutes les données descriptives, un peu comme présenté Julien, et plus des aspects analytiques. Donc, on se retrouvait avec une grille d'entretien qui concernait l'ensemble de l'exploitation, qui était alors certes très complète, mais en fait, on se retrouvait avec des entretiens conduits par des enseignants ou des conseillers qui duraient 4 heures. Et même les enseignants n'en pouvaient plus. Et il me faisait remarquer que bah, quand on arrivait à la fin de l'entretien, où en fait les questions analytiques et de stratégie et de pourquoi et de raisonnement, là les questions un peu ouvertes, elles passaient en fait après plein de questions descriptives. C'est quoi votre rotation? Quelle est la ration? Et en fait l'agriculteur et l'enseignant aussi, enfin, il s'était fatigué et la capacité d'attention, elle avait baissé et pourtant c'était la fin qui était le plus intéressant. Et puis surtout, bah, eux, leur grande crainte, c'était, bah ouais, nous, on a tenu 4 heures, mais voilà, nos jeunes, ils vont décrocher, ils vont jamais tenir. Ils ne vont jamais tenir 4 heures. Déjà, là, des enseignants me disaient, si on les tient 1 heure, c'est déjà bien. Bon, après, bah voilà, je fais confiance aux enseignants, ne l'étant pas été moi-même, voilà, je fais avec leurs contraintes du terrain. Donc déjà, on voyait que, voilà, cette grille, d'entretien, 40 pages, plein de questions, des niveaux d'échelle mélangés. Bon, il y avait quelque chose à faire. En parallèle de ça, moi, ce que j'entendais beaucoup et qui me chagrinait un petit peu, c'est qu'il y avait beaucoup ces discours d'impasse technique. C'était, bah, ah non, c'est soit glypho et j'arrête, soit j'arrête le labour et je fais du glypho, euh, soit j'arrête le glypho, je passe en bio, mais il faut que je travaille le sol. Je peux pas faire autrement. Et, euh, et voilà, il n'y avait pas. Ah non, ABC, ah non, 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 ça, c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Et voilà, ces discours d'impasse me chagrinaient un petit peu. Juste, Et faut que tu précises, s'il te plaît, ABC, qu'est-ce que ça, enfin, ce que ça veut dire? agriculture biologique de conservation des sols, c'est-à-dire qui associe le non-usage de produits phyto et le non-travail du sol.
Avec ça, bah, je l'ai mis entre en pointillé. Moi, les discours que j'avais en échangeant donc avec bah, principalement les enseignants du projet, c'est que bah, voilà, les apprenants, ils arrivaient à comprendre un système, ils arrivaient à décrire un système. Pareil, sur l'exploitation des maîtres de stage, ils étaient capables de dire, bah oui, mon maître de stage, il laboure à tel moment, pour telle culture, ou il fait telle fertilisation. Ils pouvaient être très pointus dans la description du système. Par contre, quand il fallait rentrer dans l'aspect prise de recul sur mais pourquoi il fait ça, et ben en fait, déjà, ils y pensaient pas. Chez leur maître de stage, ça leur venait pas forcément à l'esprit de questionner le maître de stage ou leurs parents sur pourquoi ils mettaient en place telle pratique, pourquoi ils changeaient pas, ou pourquoi ils voulaient absolument la maintenir. Et après, c'était très difficile pour eux, voilà, de prendre du recul et d'analyser. Et ça, c'est un discours que j'entends assez souvent. Et dans les nombreuses évaluations, c'est oui, oui, ils décrivent, mais alors quand on leur a donné plein de données et qu'il y a la question de synthèse à la fin, ah, c'est dur. C'était pas évident. Et dernière chose, dans le cadre du projet, moi j'ai eu la chance d'aller faire des entretiens, donc certains en présentiel, certains en visio, auprès d'agriculteurs qualifiés d'innovants, mais en fait ce sont des agriculteurs qui ont osé faire des grands changements. Donc qui ont des systèmes vraiment qui, qui, qui dénotent par rapport aux autres, donc qui tendent vers justement l'agriculture biologique de conservation, ou qui ont passé, je sais pas, 10 ans à essayer de se mettre en agriculture de conservation des sols, ou il y en avait un qui avait une exploitation agricole et un atelier de transformation qui avait monté une huilerie, qui faisait tout le système de la production jusqu'au consommateur, un autre qui était paysan boulanger et qui avait 20 personnes à gérer. Enfin, voilà, c'était des agriculteurs qui avaient osé faire des grands changements. Et du coup, en fait, instinctivement, moi, quand j'ai conçu la grille d'entretien bah, auprès de ces agriculteurs innovants-là, et ben, vous allez le revoir après quand je vais vous présenter la grille. La première chose que je voulais savoir, ben, en fait, c'était les comprendre eux avant de comprendre leur système. C'est-à-dire que là, j'aurais beaucoup de difficultés à vous parler de leur système en tant que tel. Je serais incapable de vous dire la rotation précise de l'agriculteur qui fait de l'huile. Par contre, ce que j'ai gardé en tête, c'est tout son raisonnement. Et c'est ça que j'ai réussi à tracer. Donc, mon idée, c'était vraiment de comprendre leur raisonnement et comprendre pourquoi eux, ils sont passés à autre chose. Et dans un second temps, c'était comprendre l'exploitation, mais d'abord les comprendre eux. Et du coup, ben, fort de tout ça, oh, il n'y a pas les animations, c'est pas grave. On a fait une deuxième version, donc je vais vous présenter après, de cette trame, bon, qui est devenue une trame de raisonnement. Et en fait, ce qui se cache derrière, c'est que c'est d'abord ben, un entretien structuré. On a essayé d'organiser les choses pour pas partir dans tous les sens et que ce soit le plus logique possible, même si voilà, une exploitation agricole et tout ce qui gravite autour, ça reste compliqué, mais on a essayé de prendre voilà, quelque chose qui est logique, où on veut comprendre, et j'insiste sur le mot comprendre, à la fois son fonctionnement, les choix techniques, économiques, mais même plus larges que ça, sociaux qui sont faits. Et c'est ça pour moi le plus important dans cette trame et qu'on essaye de renforcer, et quand on la prend en main, c'est là où il faut travailler dessus, c'est les liens entre les différentes composantes. Parce qu'on peut comprendre l'atelier élevage, on peut comprendre l'atelier culture, on peut comprendre la valorisation, mais en fait, on ne comprend une exploitation que quand on comprend l'amont, l'aval, tout le fonctionnement et les liens qui existent. Et c'est là où on peut faire avancer les choses. C'est quand on prend un petit peu de recul et qu'on considère un système entier où bah, il y a des flux d'entrée, des flux de sortie. Donc vous allez voir, en fait, il y a deux parties. Il y a une première partie, bah, c'est les éléments de caractérisation factuelle de l'exploitation. Et du coup, moi, je suis pas prof d'agro, j'ai des connaissances en agronomie, mais si vous voulez, j'ai mis des items. J'ai mis une liste, vraiment une liste à l'après-vert. Mais quand je la donne à des enseignants d'agronomie, biologie, écologie ou zootechnie, je leur dis, mais ça, je vous ai mis les items qui, moi, me paraissent essentiels à aborder, les grands items. Après, vous le faites comme vous voulez. C'est-à-dire que c'est vous qui avez la main pour enfin faire caractériser une exploitation aux jeunes. Ça peut être effectivement IDEA, ça peut être la méthode CARE, ça peut être une AGEA, ça peut être CAP2ER, ça peut être. L'idée, c'est pas de réinventer les choses, mais que
ils réutilisent déjà ce qu'ils font dans leurs apprentissages, puisqu'il y a beaucoup d'enseignants qui, enfin, c'est demandé d'analyser une exploitation. Et en fait, j'incite fortement à le détacher de la deuxième partie ou de demander ces informations factuelles en amont de l'entretien. C'est soit on les demande, soit on fait un entretien, mais que pour ça. Et il y a un temps il y a ces deux temps. La première et la deuxième partie doivent être deux temps séparés. Ensuite, tous ces éléments de caractérisation factuelle, en fait, ça devient une base de raisonnement, c'est la base, pour la deuxième partie, où vraiment, pour moi, c'est là le cœur de l'entretien, et c'est là où c'est pour les jeunes, c'est absolument nécessaire d'échanger avec l'agriculteur, puisque là, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. On a déjà un petit peu des éléments avec la caractérisation factuelle, mais comment ça fonctionne, comment l'ensemble fonctionne, puisque voilà, dans un listing de questions, bah, vous allez voir forcément, il y a l'aspect les animaux, les végétaux. On essaye de faire des liens, on essaye, mais c'est pas évident. Donc soit on fait un schéma compliqué, mais dans la liste, c'est pas évident. Et là, on va essayer de comprendre le comment, on va essayer d'élargir un petit peu. Et surtout, on va comprendre le pourquoi. C'est-à-dire pourquoi, et dans une dimension temporelle, c'est-à-dire comment il en est arrivé là. C'est quoi son histoire? Puisque les jeunes, après, ils connaissent d'autres exploitations ou peut-être qu'ils vont s'installer. Et en fait, ils vont être à un niveau de durabilité, je sais pas comment le dire, un niveau d'évolution de l'exploitation. Et si on les amène voir, par exemple, une super exploitation qui a super bien évolué, ils vont se dire, ah, c'est trop loin, je peux pas. Mais si l'agriculteur prend le temps de dire, bah non, mais moi, il y a 20 ans, j'étais au même niveau que vous et j'ai avancé. Et c'est ça qui m'a fait avancer. Je suis pas arrivée là par magie. J'ai rencontré une technicienne. Souvent, c'est ça. J'ai rencontré un technicien qui m'a mis en contact avec un groupe d'agriculteurs. J'ai beaucoup échangé avec ce groupe d'agriculteurs. On a beaucoup avancé. On a fait des visites. C'était bien. Ça a redonné du sens à mon métier. Et là, vous voyez, on sort de l'exploitation. C'était ça qui ressortait beaucoup avec les entretiens. C'est le groupe, pas tout seul. Et en fait, là, vous comprenez d'où ça vient. Et on comprend aussi pourquoi certains blocages ou certaines difficultés. C'est-à-dire que si on arrive sur une exploitation, il y a un taux de matière organique à 1,7, on se dit, oh non, il est nul. Non, c'est pas lui, c'est peut-être juste un héritage d'une gestion passée de ceux qui avaient l'exploitation avant, qui ont beaucoup labouré et qui n'ont pas mis de couvert. Mais lui, il arrive à un instant T où on n'est pas bon. Et du coup, après, il va mettre des pratiques. C'est d'abord d'où il vient, comment il a évolué, et on comprend mieux, enfin, on comprend mieux les blocages de l'agriculteur, et peut-être que les jeunes peuvent aussi mieux comprendre par effet de miroir, si on imagine des jeunes qui vont s'installer, et ils peuvent comprendre aussi leurs blocages à eux. Et si c'est des futurs conseillers, bah, ils peuvent aussi mieux comprendre comment fonctionne un agriculteur. Parce qu'avec tous les conseillers avec qui j'ai échangé, leur demander c'est quoi un bon conseiller pour vous, c'est quelqu'un qui peut comprendre l'agriculteur autant que son système. Et voilà, comprendre la nature humaine, des fois, c'est pas forcément évident. Ensuite, une fois qu'on a bien l'histoire de l'exploitation, on peut se dire, bah, voilà, comment ça fonctionne actuellement. Et puis, bah, vers quoi vous seriez prêt à aller ou pas. Il y a des choses dans les pistes d'amélioration, il va dire, bah, moi, ça, j'irais bien. Ça, j'y vais pas du tout. Donc, par exemple, sur les maîtres de stage, quand ils doivent faire des propositions d'amélioration, si l'agriculteur a dit non, je veux pas, c'est non. Je ne veux pas arrêter je sais pas, telle culture, je ne veux pas arrêter la pomme de terre parce que c'est une grosse sécurité financière. J'ai un contrat derrière, ça me tient l'exploitation. Bon, bah là, ok, on reconnaît, on dit non, bah ça, on n'y va pas. On fait pas de proposition là-dessus. On se débrouille pour trouver autre chose. C'est pas le moment. Peut-être plus tard, peut-être à plus long terme, mais à court terme, c'est pas le moment. Et après, il y aura des non-dits, il y a des choses qu'il va pas dire, parce qu'il va pas penser. Peut-être l'agroforesterie, va peut-être juste pas y penser. Et pourtant, il serait pas contre, mais il y aura peut-être juste pas pensé. Donc c'est vraiment la logique de cette trame. Et après, donc je vais vous la passer. Alors, elle est encore en version de travail. Elle sera bientôt publiée en version PDF. Après, je peux vous l'envoyer comme ça parce elle sera jamais parfaite. Le contenu, contrairement à IDEA 4 ou Care, sera jamais vraiment stabilisé puisque l'idée, c'est que les enseignants puissent s'en saisir.
Mais l'idée, c'est de garder la logique. Vous voyez, donc les deux grandes parties. Donc là, je réexplique ce que je vous ai dit ici. Là, j'ai essayé d'ajouter des petits éléments en plus pour un système voilà, bio, si on veut plutôt s'attacher à un système bio. Donc l'objectif lors du raisonnement, hein, de la partie plutôt au cœur de l'entretien, c'est pas seulement de travailler sur l'absence d'intrants de synthèse, mais voilà, d'aller plus loin, monter d'un cran et de comprendre quels équilibres agronomiques, techniques, économiques et organisationnels l'agriculteur mobilise pour construire la fertilité et puis travailler sur la régulation de son système. Donc là, voilà, je vous rappelle, donc ce support peut être utilisé dans différents contextes, donc lors de visites d'exploitation. Parce qu'en fait, souvent, les visites d'exploitation, c'est super, c'est bien, mais c'est un cas. Et on a du mal à sortir un peu des choses plus méta qui vont pouvoir leur resservir. Des petites clés qui vont se dire, ah, il a réfléchi comme ça. Des petites clés, des choses un peu, par exemple, j'avais des notions de cohérence. Je trouve que ce mot-là est assez parlant. Par exemple, il y avait un agriculteur pour construire sa rotation. Il était en bio. Donc forcément, d'un point de vue agronomique, eh ben, il raisonnait sa rotation de telle sorte à gérer les ravageurs, les adventices, etc. Ça, c'est le point de vue agronomique. Par contre, toute culture qui rentrait dans sa rotation, il la pensait aussi d'un point de vue valorisation économique. Il avait les deux. Et c'était ancré dans tout son système avec son idée qu'il voulait transformer les produits pour gagner de la valeur ajoutée. Donc lui, le lin dans sa rotation, c'était parce que ça permettait de casser les cycles et parce qu'il allait le transformer en huile de lin et en tirer de la valeur ajoutée. Et en fait, ça, c'est une visite, mais on en tire des choses plus méta dans le sens où bah, comment je raisonne ma rotation agronomique, casser les cycles, économique, et il peut après y avoir d'autres facteurs. Mais c'est leur montrer que eux, plus tard, quand ils vont raisonner, dire bah, pensez à l'économique aussi. Pensez valeur ajoutée, pensez transformation. Donc ça peut être voilà, un outil d'analyse pour relier les données recueillies, un cours d'agronomie, économie, gestion. Voilà, un exercice. Ça peut être aussi un exercice pédagogique pour s'entraîner à l'écoute active et au questionnement professionnel. Donc là, on est plus sur, moi ce que je comprends, c'est plus dans les CPS. C'est-à-dire que c'est pas évident d'être en mesure d'écouter et de comprendre ce que dit un agriculteur. Parce que des fois, il y a des non-dits et il faut reposer la question. Et des fois, il répond pas à notre question, et du coup, il faut réinsister. Et c'est pas forcément évident. Petite question, Catherine, dans le chat. Mm. Est-ce que cette version du questionnaire 2025 prend 4 heures, comme pour IDEA, ou est-ce une version abrégée? Alors non, là, c'est en fait, ça dépend Enfin non, de... pardon, la version prend 4 heures Oui, comme ta première version. non, non, parce que vous voyez, enfin, rien que déjà en nombre de pages, on est qu'à 22 pages. Et en fait, c'est à vous de voir quelle, euh, quelle durée vous voulez donner. C'est-à-dire que la première partie, caractérisation de l'exploitation, on va dire, bah, je vais vous dire, c'est une SGEA, c'est un IDEA, c'est un CAP 2ER. C'est à vous de voir quelle durée vous voulez lui donner. Ça, je ne sais pas, je n'ai pas fait de caractérisation d'exploitation. Moi, ce que j'ai fait, c'est la deuxième partie. Je l'ai fait plein de fois avec des agriculteurs innovants, donc il y avait des systèmes, une longue histoire, plein de paramètres à voir. Clairement, en 2 heures, c'est fait. J'ai toujours posé à peu près les questions qui sont là. Pour comprendre un système dans son raisonnement, c'est 2 heures. Moi, je mettais 2 heures à chaque fois et j'avais tous mes éléments. Donc, je dirais 2 heures pour la deuxième partie. Et si tant est, enfin, il faut qu'il soit bien au clair avec les questions. Et la première partie, bah, c'est en fonction du niveau des apprenants que vous avez et du format que vous choisissez. Parce que vous voyez, sur la première partie, une caractérisation de l'exploitation, données générales, bon bah là, rien d'exceptionnel. Moi j'ai mis, mais après c'est à vous d'enlever ou de supprimer ce qui vous paraît le plus pertinent ou non. Ça, c'est des choses très classiques. On peut faire avant. Enfin ça, il n'y a pas besoin de demander peut-être à l'exploitant. Peut-être que l'enseignant, ça peut le savoir avant. L'enseignant, quand il va voir l'agriculteur, pour lui présenter un petit peu bah, pourquoi les jeunes vont venir, il peut en profiter pour poser quelques questions en disant bah, pluriactivité.
Voilà, comme ça, l'enseignant arrive directement avec les jeunes, un peu avec le portrait de l'exploitation. Et peut-être des choses à renforcer. Donc, vous voyez, en jaune, j'ai rajouté des petits points peut-être qui paraissaient importants à insister en bio. Mais c'est pareil, c'est vous qui saurez le mieux. Donc, le statut en agriculture biologique, est-ce que la ferme est entièrement bio ou partiellement? La date de conversion, date de certification, l'organisme certificateur ou autre label éventuel. Donc ça, c'est les données classiques. Après, vous avez toute la partie infrastructure agroécologique. Donc là, je vais assez vite puisque c'est que des questions de caractérisation. Et après, ce que j'ai proposé, mais ça c'est pareil, moi je l'ai fait, mais peut-être que vous pourrez l'adapter, c'est que j'ai fait des petits encarts pour essayer d'expliquer pourquoi les questions qu'on a posées avant sont importantes et faire du lien. Voilà, par exemple, élément de contexte. Une activité extérieure réduit la disponibilité en temps et peut orienter la stratégie économique. C'est-à-dire que bah, si, par exemple, vous êtes à 50% sur la ferme et 50% sur une autre activité pour qui vous assure un SMIC ou la moitié d'un SMIC qui fonctionne bien, qui sécurise le système, bah, peut-être vous allez vous dire, bah, sur l'exploitation, je peux me permettre d'innover un peu plus, vu que j'ai autre chose qui sécurise à côté. Donc, ça, pour moi, je l'ai fait comme si c'était presque des éléments de cours. Et c'est là où vous allez peut-être pouvoir gagner du temps, c'est que en reprenant l'entretien, parce que ça va être des questions qui sont posées, mais forcément, les jeunes, ils vont pas tout poser. Il y a des trucs qu'ils vont oublier, ils vont peut-être oublier la SAU, ils vont peut-être oublier des choses. Mais l'idée, c'est soit en préparant l'entretien, vous pouvez déjà poser des bases de cours, ou quand on débriefe l'entretien, dit bah, vous avez posé des questions sur les haies. Bah, pourquoi, enfin, pourquoi on a parlé des haies, enfin, quel est l'intérêt? Donc avant ou après, suivant comment ça, ce qui vous paraît le plus pertinent. Euh, Ensuite, donc toute la partie sol et matière organique. Donc pourquoi moi ça arrive si tôt? C'est parce que on a fait un projet où le capital sol est au cœur, enfin on veut vraiment remettre le capital sol au cœur des raisonnements agronomiques et économiques. Forcément, il arrive en deuxième partie. Après, à voir, si vous êtes avec des BTS-PA, est-ce que volontairement vous voulez mettre les sols et les matières organiques en premier? On va dire, bon, comme ça on est sûr qu'ils le voient parce que c'est important, mais faut faire en fonction de vos jeunes ou dire bon, on va le mettre après parce que sinon on va les perdre tout de suite. Faites en fonction de vos jeunes aussi. Donc voilà, par grand type de sol, les types de sol, les caractéristiques, la SAU, le pourcentage de matière organique, le pH et tous les indicateurs disponibles en fait. C'est-à-dire que les agriculteurs, ils vont dire, bah non, mais moi, quand je demandais aux agriculteurs que j'allais voir, comment vous savez que le sol va bien? Bah, les racines descendent, puis il y a de la verticalité, je fais un petit trou et je vois des vers de terre, alors ça va. Ok. Alors c'est pas scientifique, c'est pas, on n'a pas compté, on n'a pas fait un test moutarde, c'est pas tout bien parfait, mais eux, on voit des vers de terre, tout va bien. Voilà, c'est à discuter après de la pertinence de ça. Est-ce qu'avec les jeunes, vous pouvez leur dire, bah, juste des vers de terre, ça suffit, il y a peut-être autre chose. Donc à voir avec eux. Les apports de matière organique. Donc pour le bio, bah voilà, travailler sur l'origine des apports. Bon, c'est valable pour toute exploitation au final. Est-ce que c'est interne à l'exploitation, on échange avec d'autres fermes, etc. Donc là, c'est pareil. Je vous l'enverrai, vous pourrez regarder. Toujours faire du lien. Rappeler que la fertilité du sol, c'est trois composantes. Et que en bio, c'est d'autant plus important puisque l'idée, bah, c'est de remplacer les intrants de synthèse par notamment un sol qui fonctionne bien, des légumineuses, des rotations, de l'observation, enfin, c'est se rapprocher du fonctionnement biologique du sol et des plantes. Ensuite, l'aspect conduite des cultures. Pareil, hein, donc la protection phyto, bah, normalement, il n'y a rien du tout, on doit pouvoir l'enlever. Donc ça, vous voyez, moi j'ai mis plein de questions. À vous de voir. Si vous avez des BTS, ils sont capables d'aller loin. Si vous avez des bacs pro, bah, peut-être qu'on va diminuer. On va pas mettre origine des semences. On va peut-être faire en enlever. Si vous avez des STAV, pareil. On diminue un petit peu ce qui est demandé pour pas les perdre. Là, dans les apports, on diminue. Là, nous, dans le projet, on s'adresse beaucoup à des BTS. Donc forcément, ça va assez loin. C'est des termes assez techniques. Les prairies. Après, bah voilà, gestion des animaux. Pareil, à chaque fois, il y a un atelier bovin lait, bovin viande. Bon, bah, on enlève ce dont il n'y a pas besoin.
gestion des effluents d'élevage. Vous avez tous les items, hein, j'ai pas le parc matériel, le changement climatique, bien sûr. Donc, alors ça, c'est un tableau que j'ai repris. C'est comment ça s'appelle, Solagro qui avait travaillé là-dessus. C'est l'historique des aléas climatiques et des impacts que l'agriculteur a observés. Donc ça vient rappeler que le climat et la météo, c'est deux choses bien différentes. Donc là, si vous voulez le projeter sur 10 à 15 ans, l'agriculteur va vous dire, bah, on a eu de la tempête, on a eu la sécheresse, et forcément, ça a joué sur le maïs qui a grillé. Temps de travail et économie. Donc l'idée, c'est de voir un peu, nous, ce qu'on a vu, c'est surtout ce qui change entre les systèmes, c'est la répartition du travail. Sur des systèmes bah, conventionnels, on a plus des pics de travail à certains temps. Après, c'est plus tranquille. Sur des systèmes un peu plus pointus en ACS, avec gestion découvert, etc., c'est plus étalé sur l'année, avec plus d'anticipation, etc. À voir à qui ça peut convenir. C'est toujours pareil. Voilà. Et puis après, bah, c'est pareil, bon, les données économiques. Moi, j'ai le titre à sauter. Ça, c'est les données économiques. Je suis pas prof d'économie. J'en ai choisi, mais ça se trouve, c'est pas les plus pertinentes. Et là, donc, où je rebondis sur ce qu'a dit Julien tout à l'heure, cet entretien-là ne peut pas se préparer que avec un seul prof. Parce que vous voyez que ça mobilise de l'agronomie, de la biologie-écologie, de l'économie et de la zootechnie au moins. Sans compter après l'aspect conduire un entretien, où là c'est peut-être plus, bah, ça dépend le prof de français ou le prof de SC. Mais voilà, cet entretien se prépare pas tout seul, parce que même si le prof d'agronomie il sait plein de choses, c'est encore le prof d'économie qui saura pourquoi c'est les charges opérationnelles qui sont importantes et ce que c'est en fait. Donc voilà. Ensuite, sur la deuxième partie, donc là, c'est vraiment, donc ça, voilà, moi j'ai mis ça, mais c'est vraiment un guide et chacun fait à sa façon. Et après, vous avez la deuxième partie où là, pour moi, c'est vraiment l'essentiel et c'est peut-être celle-là où il faut le moins changer, on va dire. Donc c'est voilà, revenir sur trajectoire, raisonnement, finalité et attente. Un point important, c'est l'historique de l'exploitation. Voilà, vous pouvez nous raconter l'histoire de l'exploitation et surtout les moments clés. Quand est-ce qu'il s'est installé, les grands changements qu'il y a eu, les agrandissements, les modifications de pratiques, et pour comprendre un peu comment ça a évolué. Et si on fait un petit focus sur la bio, voilà, à quel moment la question de la bio est-elle apparue dans votre trajectoire? Et c'est vachement intéressant, c'est pourquoi il a voulu passer en bio. Est-ce que c'était qu'une volonté économique? Donc là, bah, peut-être qu'on se doute que oui, bah, là, ça va devenir compliqué, mais parce qu'il n'y avait qu'une focale économique. Est-ce que le passage en bio était en fait, c'était une suite naturelle parce que le système fonctionnait déjà très bien sans produits phyto, était déjà à l'équilibre, pas de problème. Et en fait, il y a eu une opportunité pour valoriser mieux. Donc oui, on est passé en bio. Et c'est d'autres logiques. Voilà, une continuité, une rupture. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Ça peut être la conviction, la santé, l'agronomie. J'ai vu plein d'agriculteurs, ils n'avaient jamais la même motivation. Là, c'était la santé, leur propre santé, puis la santé des riverains. D'autres, c'était bah, faire attention à la biodiversité. Ensuite, sur la conduite des cultures, hop là. Voilà. Donc, c'est décrire l'assolement, mais aussi voir comment il a évolué. Bon, au cours des cinq. Oui, Petite question, Catherine. Donc on a une question sur est-ce que la partie qui prend 2 heures, c'est bien la partie à partir de la page 12 d'entretien avec l'exploitant? c'est ça. Parce que pour la personne, il semble que la première partie pourrait prendre beaucoup plus de temps. C'est ça. La première partie peut prendre beaucoup plus de temps en fonction du niveau de technicité que vous demandez. Mais ça peut prendre plus de temps. Ça peut être récolté en amont. Hmm. Parce qu'en soi, c'est ce qu'on veut à la fin. Le jeune qui va s'installer, il aura son système. En gros, savoir récolter des données, bah, ça va pas forcément, sauf s'il finit technicien, mais encore.
Savoir remplir un tableau Excel, bah, ça va pas lui servir, lui. Il aura son système. L'idée, c'est vraiment qu'il comprenne le raisonnement des agriculteurs. Donc ça, pour moi, un enseignant, il peut fournir les données. Là où ça peut être intéressant, c'est d'aller chercher les données dans Télépack. Enfin, il faut vraiment que ça lui serve en tant que futur professionnel. Il faut se projeter, hein. Demain, il est agriculteur. Bon, bah, c'est bon, son système, il l'a. Il le connaît et machin. Donc, est-ce qu'on passe beaucoup de temps à la collecte de données factuelles? C'est un choix. Ou est-ce qu'on facilite cette collecte de données? On donne l'assolement, on donne la ration. Est-ce qu'il y a une plus-value à ce que le jeune dise quelle est votre ration? Et que l'agriculteur répond 50% ci, 50% ça, ça. Non. Moins pour moi. Par contre, la plus-value, ça va être quand l'agriculteur va répondre à la question, mais pourquoi cette ration? Ou est-ce que l'autonomie, c'est quelque chose que vous recherchez? Mais pourquoi vous voulez de l'autonomie? Pourquoi vous voulez pas acheter? Parce que c'est compliqué l'autonomie, il faut faire pousser. euh, ça, voilà. Voir un petit peu ces raisonnements qu'on peut pas remplir dans des tableaux Excel. Pour moi, tout ça, on peut le faire. Alors, ils peuvent aller demander, il n'y a pas de souci, mais on peut le faire par exemple sur certains enseignants sur l'exploitation du lycée. Ils la connaissent très bien. Ça fait 1 an qu'ils travaillent dessus. Ça, ils la connaissent très bien. Ou l'exploitation du maître de stage. De toute façon, ils doivent collecter les données. Par contre, l'histoire et le raisonnement qu'il y a derrière, ça, des fois, moins. Et c'est pour ça, c'est l'assolement. Bah, on peut le donner, l'assolement. Mais on peut aller demander à l'agriculteur. Ben, pourquoi il a évolué comme ça? On peut me donner là seulement des 5 dernières années, hein. Mais ça ne me dira pas pourquoi il a diminué le pourcentage de blé et il a augmenté le pourcentage de lin. C'est pas. Et c'est en fait c'est là, c'est dans ces évolutions, il va dire, ouais mais non mais le blé, la monoculture de blé, j'ai bien vu qu'il y avait des résistances, des machins, j'ai diversifié. Hop, diversification, on casse les cycles, valorisation économique. Et c'est là que vous posez des choses qui vont eux leur permettre plus tard d'être réutilisées. Parce que connaître une rotation, il y a des milliers de rotations. Avant, ça marchait bien, Colza Orge. Maintenant, on sait qu'il y a une exploitation, une rotation quasiment. Pareil, est-ce que, bah voilà, pourquoi vous l'expérimentez? En fait, s'il fait de l'expérimentation. Quels sont vos critères de choix des variétés? Vous pouvez donner aux jeunes les variétés qu'ils utilisent. Après, eux, ils font des petites recherches pour savoir un peu, bah, c'est quoi ces variétés-là? Je les connais pas. Ça, on peut trouver sur Internet, il n'y a pas de souci. Mais par contre, le temps avec l'agriculteur, c'est là où on peut dire, ben, pourquoi ces variétés-là? J'ai été voir, ouais, cette variété, elle est précoce, elle est ça, mais pourquoi vous avez choisi celle-là et pas une autre? Mais moi, je pensais que l'autre, elle était mieux. Donc, il y a tout un travail de préparation en amont qui peut être fait sans l'agriculteur. Donc, pareil, ajuster les rotations, gérer l'interculture. Quelle place occupent les légumineuses dans votre raisonnement? Parce qu'il y a pas mal enfin, il y a des agriculteurs qui m'ont dit, bah, certaines cultures prises seules, dans la rotation, elles valent rien. Par contre, à l'échelle de la rotation, elles sont indispensables. J'en ai absolument besoin. Donc c'est ça l'idée. Les pratiques de travail du sol. Donc, bah, là où peut y avoir des résistances sur le labour, etc. Bah, ouais, là, il disait par exemple, une fois qu'on sait le pourcentage de terre labourée, le pourcentage de terre laissée nue, euh, très bien, on est content, on sait ça. Et puis on peut s'offusquer en disant, oh là là, il y a 50% de terre labourée. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est lié vraiment au sol, on peut pas faire autrement? Est-ce que c'est lié au fait qu'il y a des pommes de terre et que du coup il veut absolument sécuriser les pommes de terre parce que ça fait vivre son exploitation et qu'il n'a pas encore osé faire sans parce qu'il travaille sur autre chose et qu'on peut pas tout faire d'un coup? Voilà, avant de se dire, oh là là, il est en labour. Et c'est là, en fait, où on sort un peu de ces clivages, ces guerres de chapelle entre labour et non-labour. C'est que certains font un labour, c'est pour de mauvaises raisons, et certains font un labour parce qu'ils n'ont pas le choix, ou des fois, ça peut être la moins pire des solutions, ou ça peut être un labour bien fait. Ou, comme disait Julien, ça peut être un travail du sol superficiel. Ah, c'est bien. Oui, mais non, parce que si c'est mal fait et qu'il n'y a pas découvert derrière, bah, on a un tassement à 10 centimètres et c'est pire. Donc là, il y a tout un travail à faire sur à partir des données factuelles qu'on a recueillies, on essaye de comprendre pourquoi.
secondes. Ensuite, vous avez donc les adventices, les maladies, les ravageurs, etc. Et après, c'est toujours le même principe sur gestion et valorisation du pâturage et des prairies. Donc, je vais aller rapidement après pour la suite, puisque en fait, c'est toujours la même logique. C'est comment vous faites et pourquoi. Et quels critères pour décider. Souvent, c'est ça, c'est comment, pourquoi et critères. Et toujours après, j'ai essayé autant que possible de refaire un peu des petits trucs. Et du coup, Catherine, ouais, je te propose, comme il est 30, il reste une demi-heure. D'avancer, oui. Ouais, que si on veut avoir un peu d'échange justement, Hmm, que les personnes présentes ok. nous présentent un petit peu aussi leurs Donc besoins. Hmm. hop, je mets juste, c'est toujours le même principe, je mets juste les grands items, mais en fait c'est les mêmes qu'en factuel, hein. Gestion des troupeaux, je vais aller parc matériel, transformation et commercialisation des produits, accompagnement technique et formation, changement climatique, temps de travail, voilà, je vais aller ça vite. Et juste du coup pour terminer sur la dernière diapo, et après la logique, bah, vous direz du coup si ça a été assez clair. Juste un exemple de valorisation pédagogique, si on veut comparer des systèmes, parce que c'est souvent plus confortable de comparer des systèmes plutôt que d'en analyser un. Donc on peut en tirer des enseignements assez généraux sur le fonctionnement et la gestion d'une exploitation agricole, puisque c'est à ça qu'on veut former les jeunes. Et puis bah, aussi souvent montrer le champ des possibles pour un système d'exploitation et ses interactions, mais le plus factuellement possible. Et après, bah, ils verront un petit peu, enfin, les jeunes verront plus tard ce qui les intéresse. Donc là, je vous ai mis, par exemple, quelques questions de synthèse qui peuvent arriver à la fin. Si on va voir, par exemple, un système conventionnel, un système en ACS, un système bio, ou trois systèmes différents, un système pâturant, un système maïs, enfin, très maïs, voilà, peu importe. Il faut qu'ils aient quand même des différences et des niveaux d'évolution, on va dire, différents. Vous pouvez voir quelle différence majeure observation entre les trois systèmes, quelle ressemblance ou invariant retrouve-t-on malgré les différences, quel lien entre type de système, contexte pédoclimatique et ressources disponibles, quels arbitrages ressortent entre bah, performance agronomique, économique, charge de travail et adaptation climatique, et surtout bah, quelles cohérences et incohérences retenez-vous pour chaque système. Et donc là, ça fait appel à leur logique. Donc ça, faut peut-être le faire avec eux. Et après, à vous de voir, en fonction de vos objectifs d'apprentissage. Là, j'ai mis des questions, mais elles sont pas assez... on va dire, il faudrait les préciser en fonction de vos objectifs d'apprentissage et bah, du semestre dans lequel vous travaillez. Vous pouvez faire un focus sur le bouclage des cycles, sur la préservation du sol, sur la valorisation des productions agricoles, sur l'autonomie de l'exploitation. Et après, bah, vous pouvez faire si vous êtes plus avec des futurs conseillers pour des BTS, vous pouvez faire une variante, voir un peu bah, moins se concentrer sur les systèmes et les aspects techniques, et peut-être en fin de BTS se concentrer sur, bah voilà, vous avez vu tel agriculteur, comprenez, il est bloqué là-dessus, mais comment on le questionne et comment on l'amène doucement à telle solution, et ou comment on l'amène pas, qu'est-ce qu'on lui propose, voilà. Donc peut-être oui, si vous avez des questions. Merci, Catherine. O- Ok, donc bah voilà, Bon, c'était là. excusez-moi, Oui, pardon. allez-y. Oui. Oui, j'aurais juste une question, enfin, parce que vous, vous avez conçu la méthode trace pour faire la deuxième partie, forcément après la première partie. La deuxième partie vient forcément après la première, parce que la première constitue la base, en fait. Ouais, Il parce faut que, en connaître fait, un peu le système. ouais, parce que même si c'est pas du tout la même structuration, mais la deuxième partie, en fait, ça me fait penser, dans la méthode Perfea, Mhm. même cette approche, on va dire, plus de compréhension des raisonnements, et bon, ils appellent ça de la stratégie, on l'a fait avant même la première partie, en fait. On fait d'abord un entretien avec l'agriculteur qui peut être même, par exemple, avec une classe en salle. Et ensuite, en lien avec ça, l'agriculteur peut nous faire passer des
des relevés de mes parcelles ou de télépacs ou des éléments sur la conduite de l'élevage ou des analyses de sol. Enfin. Et on va après sur l'exploitation éventuellement pour compléter et décrire le système finalement. Mais tout ce qui est lié au raisonnement, on le fait avant. Et, et ça, c'est pas envisagé pour vous en fait. Bah là, en fait, de ce que je comprends, c'est que vous mélangez avec Perfea, ça mélange les deux. En fait, il On va vous mélange pas apporter vraiment, mais on vous, s'adapte à ce que l'agriculteur a. vous allez apporter, il va apporter des éléments quand même de description factuelle pour expliquer son raisonnement, forcément. Parce que pour lui demander comment tu raisonnes ta rotation, il va forcément redire sa rotation. Bon, après, les deux peuvent s'intriquer. Mais l'idée, ce que je veux vous faire passer, c'est que le cœur de l'entretien, le cœur de l'échange, parce que souvent, ce que j'entends, c'est que c'est un temps assez contraint. Le cœur de l'échange, c'est d'essayer de comprendre comment il travaille. Et du coup, d'avoir déjà en tête, globalement, son système. Et après, on peut compléter sur place, on peut aller plus loin. Mais c'est déjà d'arriver, pour moi, je pense le plus logique, c'est d'arriver avec une connaissance du système, plus ou moins avancée, pour ensuite questionner un petit peu le pourquoi il est comme ça. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'il y a des choses qui touchent plus personnellement vous dans votre métier d'enseignante justement, selon les classes que vous avez ou les objectifs que vous fixez? Par exemple, est-ce que vous avez déjà, voilà, comment ça se passe pour vous l'interdisciplinarité? Enfin, comment est-ce que vous travaillez, voilà. Juste pour info, alors méthode IDEA, on l'a utilisée sur le lycée. C'est vrai que c'est un petit. Quel lycée, s'il vous plaît? Pardon, on est sur le lycée Gaston Chessac à Niort. D'accord, Euh, alors nous, on est plutôt en horticulture, production, métier du végétal, donc maraîchage, arboriculture, pépinière, floriculture. d'accord. Pour les systèmes hors sol, c'est pas toujours évident. Hmm. Disons qu'on est vraiment plutôt sur quand même élevage, grande culture, et voilà, donc c'est pas toujours évident. Et puis effectivement, une certaine lourdeur qu'on avait trouvée sur IDEA 4. Ouais. Et même avec des BTS, c'est waouh, c'est c'est un sacré challenge. Mais intéressant de récupérer, je pense, tout ce qui est indicateur, même si on va pas des fois jusqu'au bout. C'est au moins de récupérer les différents items et effectivement. Après, peut-être, hein, je pense que ça vous avez déjà dû le faire naturellement, mais euh, IDEA 4, effectivement, bon, de ce que j'entends, ça se veut normalisé pour un grand nombre d'exploitations avec des productions différentes. Mais c'est vrai que lorsqu'on touche à des systèmes, voilà, hors sol, ou peut-être, voilà, moi, j'ai pas entendu parler d'aquaculture non plus, et pourtant on en a un petit peu. Ça devient plus complexe de suivre la trame fournie par IDEA 4. Mais ce que vous avez déjà sans doute dû faire, c'est récupérer, comme vous venez de dire, les différents items, les différents indicateurs, et les mettre à votre sauce et dire, ben voilà, on se base sur IDEA 4 sans le suivre entièrement, mais ça nous met des bases, voilà, d'informations à récupérer qui ensuite vont nous aider à, voilà, essayer d'analyser, même en hors sol. Je pense que effectivement, hors sol, moi j'en ai travaillé un petit peu en système aquaponique de l'hors sol. C'est vrai que c'est pas les premiers systèmes auxquels on pense en termes de durabilité. Néanmoins, il y a certains systèmes hors sol qui arrivent. Je prends l'aquaculture parce que c'est là-dedans que j'ai travaillé, avec la recirculation de l'eau, où on arrive en système aquacole à recycler entre 95 et 99% de l'eau. Et du coup, à l'intérieur aussi des nutriments qui sont dans l'eau. Voilà. Je pense que ça doit pouvoir se prendre en compte. Ça doit pouvoir se prendre en compte, par contre, au regard d'une mise à jour peut-être des différents indicateurs. Euh, voilà. Mais effectivement, j'entends bien que c'est quelque chose de lourd. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une formation de 3 jours qui est proposée. Et ça prend un certain temps, effectivement, avec des classes.
même des BTS ou autres, c'est pas anodin, oui. Mm. Et puis l'autre remarque concernant la pluridisciplinarité, alors c'est très bien le fait de construire effectivement de la pédagogie au niveau de avec les nouveaux référentiels. La question par contre du temps pour le construire, Ouais. ça reste une problématique quand même dans les lycées. C'est vraiment parce que ça prend beaucoup de temps. Voilà. Mais c'est très bien. Donc cet aspect de construire des choses ensemble, en fait la difficulté vient du fait qu'il y a un coût d'entrée. Il faut le construire une première fois, on va prendre du temps effectivement pour le faire, mais après l'idée c'est de gagner en efficacité et au final on gagnera du temps sur tout ce qu'on veut faire passer. Mais effectivement il y a un coût d'entrée et souvent ce qui est quand même facilitant c'est le soutien de la direction, hein. Il y a pas de secret. Mais c'est un défi à relever et on en voit les effets une fois que c'est fait. Il me Alors moi, semble... si je... Pardon, Oui. allez-y, allez-y. Allez-y. Ouais, je voulais juste faire une petite remarque. Alors moi, en fait, nous, on l'a utilisé IDEA 4 en licence pro depuis pendant 2 ans. Et bon, moi, je m'étais un peu greffée sur une collègue qui l'utilise assez régulièrement. Et je me suis aperçue, en fait, que, alors bon, déjà par rapport à Tram, nous, on fait en fait la première partie, la partie un peu avec l'exploitation, enfin, etc., on le fait avant d'utiliser IDEA 4. Et après, effectivement, on fait la synthèse des informations que l'on a obtenues. Et c'est très difficile parce qu'en fait, comme IDEA 4 est très prenant, les élèves, quand ils font la synthèse, ils le font plus par rapport à l'information d'IDEA 4, finalement, que véritablement au fonctionnement de l'exploitation. En fait, c'est très difficile de les faire partir après d'IDEA 4. Donc ça, c'est la première chose que voilà, qu'on s'est rendu compte. Et l'autre chose, moi, alors, on parlait tout à l'heure bah, du hors-sol, etc. Nous, on a aussi un problème avec IDEA 4. Donc moi, je suis du Jura. Avec des exploitations qui sont souvent à 100% herbes. Et la prairie, eh ben, c'est une monoculture dans IDEA 4. Donc effectivement, ça perturbe un peu finalement parce que quand on est sur à 100% prairie, eh ben, c'est considéré comme une monoculture. Donc effectivement, bah, pour les étudiants, c'est un peu perturbant aussi. Donc il y a Et des petites choses comme ça qu'il faudrait peut-être... ah bah complètement, je pense que je suis pas dans la tête des gens qui ont inventé ça, puisque c'est un comité scientifique avec un tas de gens sûrement illustres et beaucoup plus fort que moi. Par contre, là où c'est intéressant, justement, c'est quand on a un résultat comme ça. C'est-à-dire qu'on peut aller voir un éleveur qui va quasiment être que en prairie, comme de toute façon chez vous. On a les mêmes cas dans le Cantal. Mhm. J'ai eu plein de profs, d'enseignants qui m'ont dit ça, effectivement. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir, on commence déjà ce recul. Et après, c'est des prairies multi-espèces ou c'est que du mono-espèce? Oh non, c'est en grosse partie quand même des prairies permanentes, donc multi-espèces avec, bon là, on a fait faire le concours de jeunes jurés au bac pro, on est sur 70 espèces à peu près dans une prairie, quoi, donc Bon bah à partir de là, est-ce qu'on peut pas chanter avec un peu de recul et avec un peu d'esprit critique ce côté je ne fais qu'une monoculture de d'herbe? effectivement, on le choisit effectivement, mais dans le résultat, il y a toujours ce paramètre qui rentre en considération. Donc en fait, souvent, c'est un peu le paramètre qui est montré du doigt. Ouais. Sauf que finalement, il ne devrait pas être montré du doigt. Donc, c'est un peu perturbant pour les élèves. Bon, on peut passer par-dessus, on est bien d'accord, hein. Mais effectivement, quand on fait utiliser un outil à des élèves, ils s'attendent à ce que ce soit un outil Hmm. qui leur donne des modes de réflexion, etc., qui leur permettent de réfléchir et qui les trompent pas, quoi, finalement. Bon, c'est bien aussi, mais... Mais Non. si je peux me permettre, enfin, parce que nous, on a utilisé IDEA 4 là, avec des BTS Axe, et le fait que dans le calculateur, on puisse rentrer
Donc, justement, par rapport exactement à cette même problématique, on peut rentrer, même nous, la note, et le fait que IDEA 4 soit transparent pour ça, eh ben, c'est pédagogique aussi de dire aux étudiants, ben oui, on est d'accord avec la limite que vous mettez en avant, et du coup, que ce soit dans la dimension ou dans le calculateur, on peut choisir une autre note, enfin, Oui, on peut la mais rentrer, c'est la note. mais Voilà, c'est quand donc, même perturbant de se dire oui, que oui, les prairies multi-espèces ouais. et un agriculteur qui est 100% en prairie, quoi, finalement, par rapport à cette réflexion-là et peut-être les gens qui ont mis en place ce système-là, ben, finalement, comment dire, ils sont pénalisés dans leurs notes, quoi, dans leur, voilà, c'est ça. Non, si on choisit, nous, de pas retenir l'approche et en l'expliquant, on met la note qu'on estime, vu que les indicateurs, c'est transparent et le calcul, eh ben, Hmm. on met la note, entre guillemets, qu'on peut Voilà. décider En fait, vous collectivement. pouvez, voilà, vous C'est un pouvez, arbitrage pédagogique c'est ça. avec les étudiants, en plus dans le cadre d'interdisciplinarité, avec l'enseignant d'agro, de zootechnie, d'économie. Nous, on l'a fait là. On a choisi volontairement de ne pas mettre la note qui était calculée sur la base de l'approche scientifique qui est expliquée, argumentée. Mais on a dit, ah ben tiens, là, justement, pour les prairies, on n'est pas d'accord avec ça, donc on a modifié la note. Hmm. Voilà. Mais après, enfin, je trouve que du coup, moi aussi, je trouve il y a plein de limites, mais forcément, comme toute approche normative, on va dire. Hmm. Et, et en fait, le fait que ce soit transparent, par contre, tous les calculs des indicateurs, on peut dire, enfin, moi, en tant qu'enseignante d'économie, je l'ai fait aussi des fois sur certains indicateurs de la dimension économique. Je dis, ben là, finalement, non, on va pas faire comme ça, comme ça. Enfin, c'est en plus, on peut comparer la note. On peut dire, ah ben voyons la note si Bien on sûr. fait, on applique strictement la méthode, et voyons, tiens, eh ben allez, modifions, voyons ce que ça fait dans les graphiques, Je trouve que c'est intéressant, qu'on on peut agir à tout moment, quoi. Donc, En fait, effectivement, je trouve que ça peut être intéressant, et je pense que dans votre cas, c'est même pertinent, d'avoir cette note pure IDEA 4, c'est-à-dire basée sur ce qu'IDEA 4 a imaginé au départ, a convenu au départ. Et à côté de ça, vu qu'effectivement, comme je le disais, comme vous venez de le redire, le logiciel, enfin, l'application, l'outil est libre et transparent et tout ce que vous voulez, vous modifiez après discussion, après débat avec les jeunes, voilà, est-ce que vous pensez que ça semble logique, ça semble réaliste même? Qu'en est-il vraiment dans les faits? Et du coup, ensemble, vous mettez la note qui vous paraît le plus appropriée, effectivement, comme vient de le souligner. Donc ça peut être aussi justement un exemple même de limite, tout simplement d'outils qu'ils seront amenés en fait à utiliser. Il y a pas que IDEA 4, hein, il y en a un tas d'autres hein, d'outils avec des limites. Et je pense qu'au contraire, c'est bien pour travailler l'esprit critique en fait. Hmm. Oui, oui. Après, ils sont en quelle année vous avez dit? Licence pro. Licence pro, ouais. Ok. Wow. Ça peut. Je comprends qu'ils soient déroutés au début, mais Ah non, après mais de toute explication, ça peut le façon, faire. oui, oui, non, mais de toute façon, effectivement. Et puis on a mis, justement, on leur demande de mettre en place justement de nous parler des limites Hmm. du logiciel et tout ça. Donc ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais je voulais le dire quand même, quoi, parce Ok, qu'effectivement, je très bien. trouve que, voilà. Dirait à ma collègue qui Mhm. s'occupe des formations. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Catherine, pour moi ou pour la bergerie? Ah oui, si je peux vous donner effectivement les prochaines séances si vous voulez, notamment sur Care et sur IDEA 4. Toc toc toc, sachant que tout est disponible sur notre site évidemment de la bergerie. Hop. La session. Alors attendez, hop, formation, PNF. De Care, la prochaine session de Care, elle se fera en septembre, fin septembre, je crois. Je vais vous dire ça rapidement. Alors, donc là, déjà, il y a IDEA qui vient de passer, c'était du 17 au 19 mars.
Toc, 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 cultiver. La prochaine session d'IDEA 4, c'est du 24 au 26 novembre 2026. Par contre, elle se fera en distanciel. Et la comptabilité pour accompagner la transition agroécologique, elle se fera du 28 au 30 septembre 2026, également en distanciel. Et l'intérêt, ça va être de travailler. Alors, c'est ma collègue qui a repris cette formation, puisque nous, notre collègue Jean Armand Viel, qui s'occupait de la compta durable à Bergerie, a pris sa retraite. Et donc, c'est ma collègue qui s'occupe de la permaculture qui a récupéré ce PNF-là. Et donc, ils vont s'attaquer à évaluer une exploitation, une ferme qui se dit en permaculture. Comment elle s'appelle, la collègue qui a remplacé Jean Armand? C'est Lamia Lethierry Autofer. Alors, elle l'a pas remplacé. Elle était là depuis un certain temps. Elle a récupéré le PNF. D'accord. Voilà. Et sinon, on a une personne qui est censée prendre la place de Jean Armand, mais qui viendra en septembre, puisque ben, les recrutements, D'accord. c'est fait qu'à partir de là. Merci. Euh, voilà. Et donc, ce sera également hein, pour cette formation avec Louis Dumeau, donc l'enseignant-chercheur qui a développé la partie, enfin, sur lequel en fait je me suis basé pour vous présenter un petit peu. Pof, pof, pof. Sinon, il y a Ferme d'Avenir qui a beaucoup travaillé, notamment avec les agriculteurs. Donc, si vous avez besoin d'exemples chiffrés parlants qui se basent sur des exploitations, Ferme d'Avenir a travaillé et propose, hein, amène pareillement la formation. Mais là, c'est plutôt pour les professionnels du coup. Bon, bah écoutez, il reste 5 minutes. Il y a le temps pour prendre une ou deux questions encore. Et sinon, eh ben, je vous propose de clôturer ça gentiment. En tout cas, oui, aussi un petit rappel pour les prochains webinaires. Vous avez dû vous inscrire effectivement sur ce qui s'appelle la série de webinaires, mais il n'y a aucune obligation à participer aux deux prochains qui sont le mois prochain et pour le mois de juin, puisqu'en fait c'est nominatif à la session. Voilà. Prochain webinaire étant sur la biodiversité et les controverses. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Je vais couper l'enregistrement.